Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale pour ce nouveau duo. Alors, quand on a créé cette plateforme il y a 8 ans, justement, c'était pour que les idées se partagent dans l'espace européen, toujours dans une confrontation, non pas une battle, comme on dit. Non, 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 non. Au contraire, des choses où quelles sont les valeurs en partage, les pratiques, oui, les idées même, on pourrait dire tout simplement. Il se trouve que à chaque fois, il y a un fil conducteur entre les deux. Alors tout le monde me dit, mais pourquoi avoir rapproché un tel d'un tel? Pourquoi pas lui ou elle? Eh bien, en fait, je crois que c'est assez évident ce soir entre Bento et Encore Heureux, entre cette jeune équipe de Bruxelles qui a été quand même l'une des stars de la Biennale de Venise, hein, on peut le dire, avec un pavillon belge exceptionnel que tout le monde a remarqué. Ça sentait bon le champignon, c'était formidable. Oui. La culture du mycélium, enfin, ils vont vous expliquer ça ce soir très très bien. Et puis Encore Heureux qu'on ne présente plus ici. Voilà. En fait, ces deux trios, il se trouve que ce soir ils sont venus simplement en duo, mais c'est deux trios, je tiens à le dire. Dans l'exposition Métro, que je vous invite à voir un autre jour, parce que ce soir on n'aura pas le temps, eh bien vous verrez le projet d'Encore Heureux sur les ateliers Médicis, qui sont justement l'un des ferments de la réactivation du territoire de Clichy-Montfermeil. Donc c'est très important qu'à côté de la mobilité de la gare de Bénétat-Taliaboué, il y ait un lieu culturel, et c'est eux qui l'ont imaginé, suivant un programme du ministère de la Culture, bien sûr, mais quand même, la réponse architecturale, elle est là. Bref, je voudrais aussi dire que ce soir, moi j'ai bientôt arrêté de parler, je vais passer la parole à Océane, qui va me remplacer dans cette animation d'un débat, et même cette modération, elle le fait si finement. Et il se trouve, il y a une histoire avec la plateforme et Océane. La première fois qu'on a rassemblé les équipes, c'était TVK versus RAF. Des radicaux hollandais, vous savez, très durs et autres, et puis les TVK. Et puis, à l'époque, je ne connaissais pas Océane, et j'ai fait sa connaissance. Là, elle travaillait à TVK, justement, sur les textes, les idées et tout. Et il se trouve que ce soir, c'est elle qui revient ici, avec une toute autre cassette. Elle est maintenant, évidemment, architecte, elle l'était déjà. Elle est devenue enseignante à Paris-Malaquais, donc l'une des écoles les plus importantes en France. Et bien voilà, c'est toute cette histoire intellectuelle et intéressante sur la pratique architecturale que nous réactivons dans ces saisons de la plateforme. Donc Océane, c'est à toi, et il faut lui obéir, hein. C'est elle qui est la maîtresse de la discussion. Voilà, applaudissez-les. Merci beaucoup, Francis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux et nombreuses ce soir pour ce débat d'inauguration de l'exposition de Bento et Encore Heureux, que je me réjouis vraiment d'animer. Alors merci beaucoup, Francis Rambert, merci à Christine Carboni et Anne Lagune d'avoir organisé cet événement et de nous réunir ici ce soir. On inaugure donc le 22e duo de la plateforme de la création architecturale. C'est un programme qui a donc été imaginé par Francis Rambert et son équipe dès l'année 2015. Et je crois que le succès de la plateforme, c'est vraiment un programme tout à fait particulier et singulier à la Cité de l'Architecture, où nous nous situons, architecture et patrimoine. Ce qui est très important, c'est d'avoir depuis 8 ans déjà créé de nouvelles alliances. Et je crois qu'il est important de se rappeler combien les échanges de pratiques sont importants. Et je pense que l'actualité internationale nous le rappelle, le dialogue, la discussion, le partage et l'engagement sont des valeurs plus que jamais vraiment importantes à défendre. Je propose donc de placer ce duo sous le signe des alliances, et en particulier de nouvelles alliances qui, on l'espère, émergeront à la fois entre nos invités et peut-être aussi entre nous, présents ici, et entre nous avec d'autres entités, peut-être qu'on va en parler. Alors, il est indéniable que les pratiques des architectes d'aujourd'hui sont collectives, mais les formes qu'elles prennent sont aussi différentes que celles et ceux qui les exercent. On est ce soir avec deux groupes d'architectes européens, Encore Heureux, fondé à Paris en 2021, et Bento, 2022 2001, bien sûr, 2001. Et Bento, qui a émergé à Bruxelles en 2019-2020, donc près de 20 ans après. Et donc c'est vraiment deux générations différentes,
qui partagent quand même une vision à la fois optimiste et engagée dans l'action au service de l'architecture, une discipline dont les enjeux se sont vraiment profondément transformés en 20 ans. On est ici pour un petit peu moins de 2 heures. On va commencer par échanger ici autour de la table et puis ensuite vous aurez la parole. Vous pourrez poser toutes vos questions à nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Alors Bento tout d'abord, c'est Florian Mailleux, Charles Paliez et Corentin Dallon. Vous auriez pu choisir le nom de Boîte à tartines comme nom pour votre association, mais vous avez opté pour la version japonaise de Bento, créée il y a près de 3 ans à Bruxelles, en Belgique. On a donc, comme le rappelait Francis, beaucoup entendu parler de vous, car vous êtes les commissaires de l'actuel pavillon belge de la Biennale d'architecture de Venise, avec la philosophe des sciences Vinciane Després. Corentin, Florian et Charles, vous êtes tous les 3 diplômés de l'école d'architecture de la Cambre en Belgique. Et lors de vos études, on vous avait dit qu'un bon projet de diplôme pourrait devenir un premier projet professionnel. C'est ce que vous avez fait pour 2 d'entre vous. Vous êtes allés construire un centre pour enfants à Cotonou, au Bénin, et avez travaillé à Soé. Et avez travaillé autour de la terre crue en collaboration avec les termites, et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Par la suite, vous faites la rencontre des champignons et vous vous intéressez au mycélium comme matériau que vous expérimentez vous-même par l'action, très concrètement, en construisant une première chaise en mycélium. À Venise, pour celles et ceux qui ont pu visiter votre exposition, vous avez exposé une recherche inédite de collaboration avec le mycélium que vous poursuivez ici à la plateforme avec une proposition autour des origines et des futurs de la mycélocène, l'ère des champignons, et vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est pour vous. Signalons que vous êtes aussi lauréat d'Europan en 2021 sur le site du CIVA à Bruxelles. Encore heureux a été fondé en 2001 par Nicolas Delon et Julien Chopin. À leur début, les architectes s'inscrivent dans l'affiliation des pratiques de Patrick Bouchain qui visait à redéfinir la commande autant qu'à y répondre. Et depuis, la pratique de l'agence a évolué et encore heureux va vraiment tracer son propre chemin en élargissant à la fois le champ de ses actions et son engagement. Le collectif considère avoir une pratique généraliste. Il se trouve que vous exercez quand même beaucoup dans le champ culturel. Vous concevez et construisez des bâtiments, des installations, des jeux, des expositions et plus récemment des conférences performées. Encore heureux à réaliser un certain nombre d'expositions que certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà visitées. Matière grise au pavillon de l'Arsenal, Énergie des espoirs au 104, les lieux infinis à la Biennale d'architecture de Venise, le pavillon français d'il y a quelques années. Et donc on peut sans aucun doute vous qualifier de commissaire d'exposition. Et la carte blanche offerte par la plateforme ici vous permet aussi de réinventer un peu ce terme que l'on avait évoqué lors de notre entretien. Et peut-être qu'on pourra parler de la notion de commissaire de lutte. En êtes-vous? On verra. Vous verrez, ce n'est pas de leur projet dont il s'agit ce soir dans cette petite exposition, mais plutôt d'une installation qui rassemble 3 projets qui font l'objet de controverses dont vous n'êtes pas les auteurs. Et on va bien sûr en reparler. Alors on est avec Sonia Vu et Nicolas Delon, qui sont avec Sébastien Aymar, les actuels associés gérants d'Encore Heureux, qui vient très récemment d'intégrer 4 nouveaux et nouvelles associés pour un total d'environ 25 personnes. Nicolas Delon, associé cofondateur, est architecte diplômé de Paris-la-Villette en 2021 et en 2001 encore. Et Sonia Vu est architecte. Elle travaille avec Encore Heureux depuis 2008, associée depuis 2016 et diplômée de l'école d'architecture de Grenoble. Voilà pour l'introduction. Alors, je pense que Bento et Encore Heureux ont en commun leur expérience et bien sûr d'un pavillon à la Biennale de Venise, mais bien plus encore. Et je crois que l'association Bento et le collectif Encore Heureux partagent d'abord un goût et un engagement pour l'optimisme. Encore Heureux le porte même dans son nom et je crois qu'il en est de même pour vous, Bento. Donc j'aimerais savoir, alors de vos projets très engagés, comment est-ce qu'on choisit l'optimisme? Bonsoir. Ça marche ou pas? Oui. Très près. Oh, c'est très agréable. Bonsoir. Merci Océane pour l'intro. Alors, comment répondre à l'optimisme? Donc, nous, concrètement, je prends l'exemple de Venise. Donc, dans notre réponse, nous, il y avait dès la phase de concours, donc, qui était un concours ouvert,
lancé par la cellule architecture donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce qui est déjà très gai, donc là parlons d'optimisme même des commanditaires, parce que si on est là, c'est aussi grâce à eux, de ouvrir aussi à de jeunes bureaux, sans forcément une logique de référence. Et en fait, nous, on s'est dit, donc après Europan, avoir déjà exploré des thématiques sur le mycélium, la rénovation thermique, le rénover l'existant, etc., on s'est dit, allons-y. Et une des premières esquisses pour le concours de Venise, c'était, nous, on ne veut pas de blabla, on veut faire une démonstration et on veut construire quelque chose et montrer par l'exemple et pas simplement dresser un constat. Et c'est d'ailleurs ce qui a été souvent mis en avant dans la réponse qu'on proposait, et c'est de dire, OK, on fait un constat, ça on est tous d'accord, et de plus en plus les rapports du GIEC, etc., sur toute une série d'analyses sur l'impact climatique de la construction. Et nous, on s'est dit, OK, on travaille avec des ressources. C'est pas que le mycélium, c'est des ressources donc, locales, donc, la terre crue issue de chantiers bruxellois, le bois issu de la forêt de Soigne au sud de Bruxelles, et le mycélium. Donc il y a une question d'acteurs, de savoir-faire, de filière, et c'est le renversement dont on parle souvent, c'est de se dire, OK, on part des caractéristiques des matériaux, mais aussi d'un lieu et d'un programme. Donc là, un pavillon, qui a un plan en croix avec des puits de lumière dans chaque pièce. Et on s'est dit, OK, on va créer une séquence avec ces 3 matériaux. Quelque chose qui travaille en traction, quelque chose qui travaille voilà, le minéral, le végétal, le sol, une parure. Et en fait, on va faire une démonstration tout en étant une synthèse de 3 ans de recherche empirique qui, en fait, était le point de départ de l'assaut. Alors, donc, le mycélium, c'est la démonstration. Dites-nous qu'est-ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est le mycélium. Le mycélium, c'est la partie racinaire du champignon. Donc en fait, le champignon qu'on mange, on peut le qualifier comme le fruit. Et en fait, nous, on travaille avec ces racines. Ces racines, en fait, on va les faire pousser dans un substrat végétal que nous, on récupère à Bruxelles. C'est les déchets d'une scierie avec laquelle on travaille souvent. Et en fait, on va agglomérer plusieurs déchets végétaux selon la recette qu'on va vouloir chercher à avoir, soit de quelque chose de beaucoup plus dense, soit de quelque chose de beaucoup plus, on va dire, épais et aéré pour pouvoir avoir des isolants acoustiques ou thermiques. Et en fait, après, on va inoculer le mycélium. Chaque mycélium est différent. Donc, chaque champignon a son propre mycélium qui a ses propres caractéristiques. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a un peu fait pendant nos premières années de labo. C'était essayer de manière un peu empirique de voir quel mycélium va aller le mieux avec quel déchet et qu'est-ce que ça va nous donner en fait comme résultat. Et en fait, on va laisser la matière du coup se générer dans ce moule avec ces déchets qu'elle va manger. Et une fois sortie en fait de cette génération, elle se cristallise et elle va donner de la rigidité en fait à ces déchets. Et au-delà de ça, en fait, travailler du coup, enfin, collaborer du coup avec le mycélium, c'était franchir, je pense, quelque chose d'autre, un autre rapport en fait à ce qu'on peut appeler la matière. Là, on parle de matériaux parce que c'est quelque chose de vivant en fait. Et du coup, amener le vivant pour penser en tout cas l'architecture, ça a amené un champ qui nous emmène encore aujourd'hui avec le mycélium. On ne pensait pas, en tout cas, en franchissant ces portes, qu'on allait pouvoir quelque part développer une sorte, enfin, je sais pas, une sorte d'éthos par rapport au mycélium. Essayer de comprendre comment il réagit, comment mieux le faire évoluer, comment il peut se défendre d'autres choses, de contamination, etc. Et du coup, en fait, le mycélium en lui-même, contrairement à d'autres matériaux comme la terre crue ou le béton, c'est pas des réactions chimiques ou des réactions mécaniques. En fait, là, c'est un liant qui... Il faut imaginer vraiment que le mycélium en lui-même est composé en fait de ce qu'on appelle des ifs. Et les ifs du mycélium, donc c'est ce petit doigt comme Charles aime bien le dire, c'est en fait une matrice ductile qui vient en fait encager un corps qui est le substrat qu'on lui donne à manger. Là, par exemple, pour l'installation ici, on a utilisé des déchets de bois justement qui proviennent d'un bois de hêtre sur lequel pousse le champignon qu'on utilise, le mycélium qu'on utilise, qui est un Ganoderma lucidium pour cette installation. Et à Venise, on a travaillé avec d'autres champignons, notamment des tramètes versicolores et du pleurote. Et en fait, c'est ça, ça nous amène en fait un autre rapport avec le matériau en fait. Et on a appris avec Vinciane Després d'ailleurs même à re-questionner le mot, parce qu'au début, en tant qu'architecte, on parle beaucoup de matière. Maintenant, on parlait de matière alors qu'on est en train de collaborer avec le vivant. On ne peut pas utiliser le mot matière parce que c'est un mot qui engage beaucoup trop de choses, quelque chose d'inerte en fait, la matière. Et du coup, le matériau est plus approprié en tout cas. Et alors, votre première collaboration avec les non-humains, avec le vivant non-humain, a commencé avec les termites. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler ?
Oui, bah oui. En fait, ça a commencé du coup en 2017 où du coup Corentin, Ariana Fabrizi-Debiani et Dorian Kushner, en fait, on a porté un projet au Bénin, donc à Soé dans la région des collines, où la commande initiale c'était de construire un orphelinat, donc en brousse. On a beaucoup re-questionné aussi le programme, en fait, tout simplement. Ne pas juste calquer un orphelinat comme on peut l'entendre en France ou en Belgique. Et en fait, c'était 2 ans de recherche active avec les autorités villageoises, avec les futurs concernés du centre, et les savoir-faire, les savoir-vivre, etc. Et au-delà de ça, enfin, là, je parle plus de moi en particulier, mais je travaillais en partie sur le vaudou, donc j'ai essayé de comprendre en fait le territoire par d'autres formes d'existence, de rapport avec justement l'invisible, etc. Et, et en fait, il s'avère que dans la technique qu'on voulait utiliser, c'est ce qu'on appelle l'oro chouchou au village, donc c'est une sorte, c'est de la bauge en fait. Donc on crée justement des lits de 60 cm de terre qu'on vient mélanger avec une terre latéritique, une terre sableuse, et notamment on prélevait en fait une partie des termitières pour s'en servir comme agent liant. Et en fait, dans le vaudou, par exemple, il y a des rapports justement de territoire où quand tu territorialises un territoire, tu dois aussi prendre allez, tu dois comprendre en fait ton territoire, notamment par les non-humains. Et en fait, il y avait tout ce rapport qui commençait à émerger. Et qu'est-ce qu'on a découvert après, c'est que utilisant la terre des termitières, ça donnait un chemin pour les termites. C'est-à-dire qu'ensuite, par après, quand le bâtiment a été livré, les termites faisaient leur chemin dans les enduits terre pour aller chercher le bois, pour aller dévorer le bois. Donc il a fallu après trouver des réponses, etc. Mais c'est aussi ça, travailler avec des matières naturelles et vivantes, c'est travailler avec de l'inconnu. Mais aussi, donc, pour répondre, encore une fois, la question de la termine, c'est plus loin la question de la ressource. Ce qui nous a été fondateur dans ce projet, en fait, ce qu'on n'a pas du tout créé, ce qui est un peu au cœur de votre pratique, et ce qui est vraiment Moi, j'ai étudié à Cratère, donc à Grenoble, qui est un laboratoire de recherche spécialisé sur la construction en terre, qui parle beaucoup des cultures constructives locales. En fait, c'est ce grand renversement, c'est qu'est-ce qu'il y a dans un territoire au niveau ressources, au niveau savoir-faire, et en fait, comment tu peux le transposer en projet. Donc le projet au Bénin, pourquoi la Bauge? Même au-delà du phosphorique, dans le pragmatique, c'est ce qui se trouve au village. Donc en fait, tu peux trouver des artisans très qualifiés sur cette technique-là. Et ensuite, tu développes, on avait du bois d'ébène blanc qui devenaient les bois de chaînage, puisque construction en terre, chaînage, comment réadapter les détails qu'il peut avoir. On a adapté un détail de la paille porteuse avec des chaînages sous forme d'échelle qui intégraient des bois en attente qui passaient entre. Et il y a tout un travail entre des détails adaptés et puis une relation traditionnelle et une relation au traditionnel et aux ressources qui s'opèrent. Et c'est ce qui, je pense, est un acte fondateur, nous en tout cas, dans notre pratique. Et en fait, Venise est aussi une émanation de ça. Et qui est un acte fondateur aussi dans votre pratique maintenant. Alors, j'ai l'impression que c'est surtout depuis l'exposition Matière grise que c'est devenu un axe véritablement visible de votre pratique. C'est le cas ou pas? Oui, la réflexion elle était là avant. Après Matière grise, c'était la réflexion autour du... C'est bon? Oui. Donc oui, Matière grise, c'était la réflexion autour du réemploi. Après, c'est vrai qu'on a poursuivi sur la question des matériaux, même si aujourd'hui, on revisite la brique, la pierre, la paille, le bois, et qu'en fait, paradoxalement, on est en train de se retrouver à faire de l'innovation technologique sur des techniques qui sont anciennes et traditionnelles. Et effectivement, et par exemple, un des projets qu'on fait à Mayotte, sur l'île de Mayotte, où la question de la ressource se pose, alors peut-être pas comme au Bénin, mais néanmoins, c'est quand même un territoire qui est assez loin, et qui est une île, et où effectivement on a réactivé une filiale de briques de terre crue qui en fait était existante et qui avait complètement disparu sous le lobby du béton. Et en fait, en projetant un lycée des métiers du bâtiment avec cette technique-là, on savait qu'il fallait réactiver la filière pendant 3 ans, le temps des études, pour qu'en fait elle soit opérationnelle le jour de la construction, parce qu'il n'y avait même pas assez de ressources pour construire en béton, il n'y avait pas assez de grues, etc. Donc voilà, c'est toute cette démarche-là qui se fait aussi autour de la matière.
Alors, Bento, en ce qui vous concerne, vous avez vraiment une approche expérimentale qui passe aussi par la recherche-action. Vous nous expliquez comment ce premier projet fondateur vous a permis de mettre vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. Et aujourd'hui, vous faites des recherches que vous appelez le laboratoire garage, qui passe par le laboratoire garage. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, au tout début, déjà, on n'avait pas de financement. Donc, quand on est rentré du coup du Bénin, Corentin est parti faire un postmaster à Grenoble, à Cratère. Et c'est là où, avec Charles et François, qui fait plus partie de l'équipe, il nous a quittés. J'essaie de faire attention. À chaque fois, je dis il nous a quittés, tout le monde pense qu'il est mort. Mais il est toujours bien là. Il va bien. Il nous a aidés d'ailleurs. Mais au début, on avait commencé du coup la recherche dans des tiers-lieux en fait. On avait justement un vrai laboratoire garage où en fait on commençait à hacker des frigos pour faire des incubateurs. On avait un partenariat avec les petits riens, ça s'appelle, c'est l'équivalent d'Emmaüs, je pense, en France. Et du coup, on faisait vraiment de la recherche, on bidouillait quoi. On prenait des trucs encore maintenant en fait, mais on prenait des casseroles pour faire des pasteurisateurs, puis après on est passé avec comme on a un pasteurisateur à lait qu'on a justement transformé pour faire des autoclaves et des choses comme ça. Tout le laboratoire en fait s'est monté de briquet de broc. Et en fait on a commencé comme ça. Aujourd'hui encore on est dans un lieu, on a changé 3 fois de lieu au cours de ces années parce que c'est à chaque fois un bail précaire en fait. Et encore aujourd'hui, on est dans un lieu qui s'appelle les Îles Mardi. Et c'est un collectif d'artistes où en fait il y a un atelier bois, on a un peu toutes les ressources aussi humaines, de savoir-faire et de savoir-vivre qui sont intéressantes. Du coup, on croise le regard avec plein de trucs, quoi. Je vais juste compléter sur l'aspect expérimental, qu'il soit le mycélium ou terre creux, etc. C'est en fait la même logique. Donc il y a l'outillage, etc. Mais il y a surtout, ce que ça permet de comprendre, c'est la manière dont le matériau va réagir et comment on compose un matériau. Donc on parle de notre panneau mycélium avec un même mot générique mycélium. Ici on a une tuile qui est dure, qui travaille donc avec des câblages qu'on a pu forer, etc. Les panneaux de Venise en fait étaient des panneaux isolants très légers avec un squelette différent, avec de la paille et du marc de café. Là on a des copeaux de bois et de la sciure. Qu'est-ce que ça dit ça? C'est un squelette granulaire. C'est un empilement granulaire qui fait qu'il y a plus ou moins d'air, que c'est plus ou moins isolant, plus ou moins rigide. C'est exactement la même logique avec le béton, avec un parpaing, avec un mur coulé, où on optimise la quantité d'air ou pas dans un mélange avec... Ricciotti a développé la poudre de silice pour réduire à 3% et augmenter la résistance. C'est pareil avec des matériaux à terre crue. La BTC est différent d'un pisé. Et en fait, c'est vraiment cette compréhension qui fait qu'après, tu peux penser à l'infini des espaces et des parois à partir de cette compréhension par l'expérimentation de la logique de grain. Alors pensons à toutes celles et ceux qui ne sont pas là et qui nous regardent peut-être de loin à l'autre bout de la planète sur les réseaux sociaux, ou à celles et ceux qui sont arrivés un peu en last minute. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que l'on voit juste derrière ? Votre installation qui est juste derrière. Alors bon, du coup je me lance. Donc le site, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un pipe donc qui fait 70 cm de haut sur la partie du milieu et puis 75 cm de haut sur la partie centrale et puis 3 mètres sur le haut. Donc on a chacun une moitié. Donc nous sommes en discussion donc avec Encore Eux. Donc nous sur notre partie de la discussion. Donc on a décidé de travailler avec 2 cadres métalliques, donc en acier, fixés donc sur la partie haute, sur la partie basse, sur lesquels on est venu déposer comme un drapé d'écailles de mycélium qu'on a donc produit dans notre bureau labo à Bruxelles, voilà, qui vient aussi créer un sous-espace sous lequel on peut se glisser. Voilà, donc là on voulait explorer autre chose, un autre langage que donc à Venise, c'était vraiment cette intériorité-là et une séquence entre ombre, lumière, vue, non vue, etc. Donc là, on a vraiment un drapé qui travaille sur 2 cadres métalliques, tout simplement. Et pour nous, c'était aussi le moment d'expérimenter du coup autre chose. Donc c'était pas des panneaux isolants thermiques ou acoustiques ou des briques comme on a l'habitude de faire. Là, c'était l'idée d'avoir un panneau aussi un peu plus fin. C'était aussi un peu l'envie du coup de chercher autre chose, d'avoir un panneau assez léger avec une autre résistance, avec une autre croûte autour du mycélium. Pour le coup, je pense que
La tuile, pour l'instant, elle fonctionne très bien, je pense, en intérieur. Après, ce qu'on a appris en faisant cette recherche, c'est qu'on a fait des unités de test, notamment avec une sorte de petit plug qu'on peut voir d'ailleurs dans les photos, dans l'exposition. Et on a réussi à créer un cuir de protection autour de ce plug, ce qui pousse encore à amener encore un autre champ du coup, de protection du mycélium qui devient hydrophobe et ignifuge, qui pourrait être plus intéressant peut-être pour une application de tuiles, etc. Donc ça, c'est à voir, ça fait partie de la recherche toujours, mais donc voilà. Alors, moi, je trouve que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit qu'une agence, qu'un collectif, qu'une association que vous créez dans les années 2020, la question de la commande entre presque pas en compte. Vous partez de votre pratique, vous inventez votre propre manière de faire. Il y a 20 ans, c'était quand même bien différent. Et à votre époque, quand vous créez Encore Heureux, j'ai l'impression que vous n'êtes pas si nombreux quand même à revendiquer finalement la réinvention de la commande, la transformation de la commande et à vous positionner comme ça, de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? C'était comment d'être parmi les premiers à porter ce mouvement? Alors, c'était très intuitif. Ça répondait à ce qui nous avait manqué pendant nos années d'études où on ne nous avait jamais parlé de matière et jamais encore moins de savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose, désolé, je la vois un peu cassée, mais c'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. On n'était absolument pas pressé de construire parce qu'on sentait, sans arriver à le décrire, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est le moment où l'informatique arrivait, on regardait beaucoup les architectes hollandais ou flamands, tout allait être résolu par l'intelligence de la machine. Et puis la question de la matière, la question des matériaux, les questions écologiques. On avait des enseignants qui étaient des anciens hippies qui nous parlaient de tout ça, mais ils n'étaient pas pris au sérieux, vraiment pas. Il faut vraiment se rappeler, c'était il y a longtemps. Et nous, avec Julien Chopin, dès le début, en rencontrant Patrick Bouchin, Jacques Boulet, notamment Patrick Pérez, aussi un anthropologue qu'on a eu à l'école d'architecture de Toulouse, à qui on doit beaucoup, on n'a pas voulu se précipiter, donc d'abord on a observé, on a fait des toutes petites choses, des installations, des scénographies, des choses que nous pouvions faire de nos mains. On n'avait pas besoin de commandes et en parallèle on faisait des images 3D pour financer tout ça. Donc c'était vraiment le moment où c'était possible. Ensuite en 2005, ici même, on a les albums des jeunes architectes, qui est une distinction du ministère de la Culture, qui identifie une pratique émergente sans être sûr si c'est un peu les espoirs, quoi. C'est comme l'équipe de foot espoir. On ne sait pas si vous allez être bon, mais on se dit il y a peut-être quelque chose. Et donc à ce moment-là, on a ce prix-là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on en fait? On n'était même pas alors des architectes. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a fait devenir architectes. Et ça, je le dis souvent parce que sinon, c'est sûr, on n'aurait pas été architecte. On trouvait ça trop compliqué, trop difficile, trop laborieux. Même en s'appelant Encore Heureux, on sentait qu'on n'allait pas, que ça allait être très dur. Et puis après, de fil en aiguille, on gagne un premier concours. Sonia nous rejoint d'ailleurs pour le développer. Petit Bain, le musée de Suresnes. Et là, en se confrontant au réel, au terrain, on voit deux choses. On voit l'épuisement des ressources, vraiment un choc extrêmement important de se dire mais en fait le cuivre c'est 20 ans, la ressource de cuivre, le sable c'est des décennies, les différents minerais, on est autour des années 2010-2015 et la quantité de déchets hallucinants produits par le BTP en Ile-de-France c'est 75%. Et donc c'est là qu'on se dit mais c'est pas possible, comment on n'a jamais regardé ça, en tout cas comment on ne l'a jamais appris, et on décide de faire cette recherche autour de matières grises qui ensuite est venue nourrir nos projets. Et ça c'est aussi quelque chose qui fait écho à ce qu'on présente ici, c'est que nous, on considère que les expositions, c'est des endroits où on pose des questions et on ne donne pas de réponse. Quand on fait matière grise, on dit, nous, on pense qu'on a de moins en moins de matière et énormément de déchets. Est-ce que l'architecture peut s'emparer de ce sujet-là? Et on pose juste la question. Et on montre des projets qui... Voilà. À Venise, on dit, il va falloir repenser l'intensification d'usage des lieux. Parce que même si vous construisez un bâtiment en paille, en terre, ce que vous voulez, si c'est un mètre carré vide, en fait, il n'est pas très performant. Et à côté, on a des immeubles de bureaux, 5 millions de mètres carrés de bureaux vides, 2 millions de logements en France qui ne sont pas occupés. Donc on dit, en fait, on n'a pas le choix de d'abord réintensifier. Et on arrive, peut-être, si ça va, je fais un pont. Ça va? Parfait. Ok. Et on arrive quand Francis nous propose de venir, c'est une carte blanche à ce programme Duo et Débat, il nous dit mais venez, il se trouve qu'on se rencontre à Venise dans le pavillon de Bento, et je pense que c'est là que tu as une vision et tu te dis ah je les marierai bien. Donc c'est un peu un mariage de situation, et il y a de ça, tu confirmes. Et donc là on s'est dit ben, quelle question on a envie de poser aujourd'hui en 2023. Et puis nous, depuis quelques mois, avec Sébastien, avec Vanny, avec Sonia, on avait observé des situations de lutte citoyenne qui défendent
la non-démolition de bâtiments existants et qui s'oppose à la construction d'une autoroute. Et donc là, on s'est dit, mais ça, c'est quand même un sujet intéressant pour les architectes. Nous sommes un métier de commande. Donc en fait, en gros, on fait ce qu'on nous demande. On construit très peu pour soi. Et donc là, on se dit, mais est-ce que ça ne serait pas le moment d'aller plus loin dans la rencontre et les alliances avec ces 3 collectifs, dont certains d'ailleurs sont présents ce soir, la tour INSEE à Malakoff, avec l'association qui s'oppose à la démolition de cette tour, le collectif de défense des immeubles Candilis, Josic and Woods au Mirail à Toulouse, 1400 logements voués à être démolis dans les mois qui viennent, et l'autoroute A69, dont vous avez entendu parler forcément, qui est cette absurdité de vouloir rapprocher 2 villes qui sont déjà proches et dont toutes les études montrent que c'est un projet totalement du passé. Et donc quand on décide d'appeler tout ça anachronie, c'est vraiment pour partager avec les visiteurs, mais même avec nous-mêmes, entre nous, dans l'équipe, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui. Et quel est ce décalage? On dit toujours l'architecture, c'est une question de temps, d'espace, mais en fait, on pense que c'est encore plus une question de temps. Et l'anachronie, c'est le décalage entre une époque où un choix a été fait et l'époque actuelle. Considérer que nous sommes dans la même époque que les années 2000, les années 80, c'est totalement absurde. Là, il faut quand même qu'on considère qu'on n'est pas dans la même époque. Et d'où, quand on voit des projets qui ont été pensés, l'autoroute A69, je pense qu'elle a été pensée il y a 30 ans. Donc là, on est en train de se dire qu'il faut faire un projet qui, il y a 30 ans, devait répondre à l'accélération, à la compétition entre les territoires. On voit que tout ça, c'est aller le plus vite possible dans le mur. Donc c'est ça en fait qui nous a animés pour présenter ces 3 anachronies, c'est considérer qu'est-ce qui est de notre temps. Ça considère aussi que collectivement on est capable de reconnaître que peut-être on avait raison à une époque, mais que l'époque ayant changé, ce qui était pour devient contre. C'est aussi pour ça qu'on propose et on présente de manière objective ceux qui pensent qu'il faut faire l'autoroute, ceux qui pensent qu'il ne faut pas la faire, ceux qui pensent qu'il faut démolir la tour INSEE, ceux qui pensent qu'il ne faut pas la démolir, et pour les 3 situations. Voilà, c'est juste un petit résumé, mais je ne sais pas si ça va. Si ça va, tu regardes avec des yeux bizarres. Non, pas du tout. Il faut demander à celles et ceux qui sont là si vous avez compris de quoi il s'agit, mais je pense que c'était très clair. C'est l'artiste Robert Smithson qui parlait des ruines inversées à propos des bâtiments qui ne tombent pas en ruine après avoir été construits et qui plutôt s'élèvent en tant que ruines avant d'être construits. Là, on est dans un rapport au temps qui est un petit peu équivalent, mais en même temps, on est en train de détruire des bâtiments qui pourraient accueillir encore beaucoup d'usages et en même temps de s'opposer à la construction d'une nouvelle autoroute. Donc on est dans un rapport un peu inversé dans ces 2 typologies, à la fois de bâtiments en train d'être démolis et d'une infrastructure qu'on souhaite ne pas voir être construite. Comment est-ce qu'on travaille à partir de ces 2 oppositions? Cette opposition, elle est intéressante parce que c'est des questions spatiales, c'est des questions architecturales, c'est des questions urbaines, c'est des questions de paysage. D'ailleurs, dans les différents collectifs, il y a des architectes. Donc aussi, ça nous a re-questionné. Quelle est la position des architectes dans ce type de débat? Quels engagements devons-nous porter? Devons-nous assumer? Est-ce que si on s'engage, on va avoir moins de commandes? Parce qu'en fait, ça ne se fait pas de dire que la région Occitanie est à côté de la plaque. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là aussi qui posent. D'un métier de commande, comment on arrive à avoir une liberté de ton? Et ici, dans la Cité de l'Architecture, c'était aussi raccrocher ces luttes à l'institution, parce qu'ici, on a des exemples incroyables de chaque question qui se sont posées à chaque étape des 500 et des 1000 dernières années. Parce qu'à un moment donné, il y a des nouveaux matériaux qui sont apparus, il y a eu des besoins, après-guerre, il fallait reconstruire, et évidemment qu'il fallait reconstruire le plus vite possible. Et donc, quand Francis est venu nous interviewer pour le petit film qui est présenté à l'exposition, il nous a dit, bon là, il y a beaucoup de monde qui sont contre le béton, est-ce que vous aimez le béton ou pas? J'aimerais savoir. Et nous, la réponse qu'on lui a faite, c'est, en fait, nous, on aime le béton qui est déjà là. Donc, déjà, regardons-le, prenons-en soin, occupons-le, mais surtout ne démolissons pas. Parce que quand on démolit la tour INSEE, c'est tous ces gravats, ces déchets, des centaines de camions, il y a des datas qui ont été faites par les collectifs qui sont hallucinantes, qui vont être mises sur des terres agricoles ou naturelles, parce que quand vous démolissez un bâtiment, vous ne pouvez pas faire disparaître, vous ne pouvez pas le brûler, vous ne pouvez pas l'amener à l'incinérateur juste à côté. Et par ailleurs, pour faire le nouveau bâtiment prévu, qui fait la même surface, on passe de 35 000 m² à 32 000, mais il va falloir énormément de béton. Donc là aussi, on est dans une sorte de double absurdité. Peut-être tu veux compléter ça? Non, et en plus, ce qu'on veut compléter, c'est qu'avancer de bâtiments existants qui sont aujourd'hui thermiquement ou énergétiquement non performants, et pour reconstruire des nouveaux bâtiments avec tout un tas de labels qui vont répondre à plein de réglementations thermiques et environnementales. Sauf qu'en fait, prenant en compte la démolition et le bilan carbone de la démolition et de la construction neuve, en fait, il faudra 400, je n'ai pas la mémoire des 400 ans pour arriver à équilibrer le bilan carbone de cette démolition-reconstruction.
Donc, dans votre installation, vous avez choisi de mettre en scène véritablement l'opposition citoyenne à certains de ces projets, mais vous les mettez aussi en débat au cœur même de l'institution, ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Le message est quand même assez fort, on est quand même dans des projets qui sont décidés par l'État, on est ici dans une institution publique, et donc vous apportez votre soutien à ces formes contestataires. Qu'est-ce que vous espérez que ça construise, cette situation ? En fait, c'était vraiment ouvrir le débat, vu que c'est le thème de cet espace-là. Et je pense qu'il faut considérer que la situation actuelle est d'une telle complexité qu'on ne pourra pas s'en sortir si on joue au dé comme ça, le fait de faire un choix ou un autre. Et donc, à la fois, c'est des associations, des structures citoyennes. Il y a aussi des élus dans les deux, sur tous les projets, hein, la maire de Malakoff, ici on a le député de la circonscription de Toulouse qui est là, qui est venu voir comment on parlait du Mirail à la Cité de l'Architecture. Donc c'est pas que les citoyens de leur côté, mais en tout cas c'est considéré que on va devoir faire un effort de travail beaucoup plus sérieux et on ne peut pas juste comme ça lire un rapport qui a été fait il y a 10 ans qui dit que c'est plus facile de démolir, parce qu'on le sait par cœur que évidemment que c'est plus facile de démolir que de rénover et qu'il va falloir réengager les architectes, les commanditaires, la puissance publique, les entreprises du bâtiment, l'ensemble des parties prenantes pour vraiment se mettre au travail beaucoup plus sérieusement, parce que là en fait il y a un décalage, ça aussi c'est vraiment ce qui nous met en colère, le décalage qui est fait dans nos milieux, parce qu'on parle vraiment de l'architecture, mais on peut le faire dans d'autres domaines, entre ce qui est dit, ce qui est annoncé, cette ambition de sobriété, blablabla, et les faits qui sont totalement à côté de la plaque. Et donc là, franchement, on a envie de dire qu'est-ce qu'on fait de ça, et on a envie en tout cas de le partager. C'est le nouveau rôle des architectes de construire ces alliances et d'être porte-parole de ces collectifs ? Je pense qu'ils en font partie, parce nous sommes des métiers de l'alliance par définition, de la coordination entre des désirs de la société ou de ceux qui nous commandent des bâtiments, entre des besoins de la société ou des futurs habitants, entre les gens qui vont construire. Donc on est comme ça à l'articulation. Et moi, des fois, dans une journée, j'ai l'impression d'être dans un ascenseur presque social où je vais être avec l'élu d'une grande ville et puis avec des travailleurs sans papier qui sont en train de construire le bâtiment que nous a commandé une autre personne qui est encore dans une autre dimension ou qui est un promoteur immobilier. Et donc c'est vrai qu'on a une position d'interface. Donc ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que vous faites de cette interface-là? Quand vous êtes dans un domaine extrêmement resserré, vous n'avez pas cette vue en coupe sur la société. Et donc nous, on essaie de partager ça. Il y en a plein qui le font. Hein, et en tout cas, c'est ce qui nous semblait important de porter ici aujourd'hui. Alors, l'un des 3 projets que vous présentez là dans l'installation, c'est l'autoroute A69, donc l'opposition à la construction de l'autoroute A69, dont on a beaucoup entendu parler, notamment grâce au militant écologiste Thomas Braille, qui, perché dans les arbres, a fait plusieurs grèves de la faim et de la soif pour protester contre la construction de l'autoroute et protéger les arbres. Finalement, comment les architectes peuvent-ils protéger les bâtiments? Quels sont leurs moyens d'action? En fait, celui-là, il ne marche pas, on va le condamner. Bon, oui, parler après Nicolas qui s'exprime de manière hyper synthétique et concrète, c'est chouette. Je crois que Nicolas l'a bien pointé. Par exemple, nous, on a parlé là de matériaux naturels et c'est plutôt les premières concrétisations qu'on fait, mais on est complètement en phase. D'ailleurs, ce serait même outrecuidant de dire ça. On s'inscrit 20 ans après dans les lignées de sujets pour lesquels vous vous engagez et on vous suit à fond. Et en fait, c'est effectivement, il y a la question des ressources que tu utilises en amont. Donc, comment tu réduis l'impact en amont? Donc, si tu fais du neuf, comment tu le fais? Au maximum, donc par exemple à Bruxelles, en 2015 ou 2016, selon Pierre Lacomte, 1,6 million de mètres carrés de bureaux vides. Donc je vais argumenter en utilisant un exemple. Donc c'est la réponse de notre projet d'Europan. Donc c'était le CIVA à Bruxelles, centre d'architecture moderne. Donc c'était marrant de se dire qu'on a transformé le lieu de la machine à habiter en écosystème programmatique. Donc en fait, on a transformer ce centre d'architecture moderne en centre autour des matériaux régénératifs avec une halle d'expérimentation échelle 1. Et surtout, ça posait la question, la rénovation thermique in situ, où on transformait les 3000 m² de sous-sol du bâtiment en lieu de production. Bon, là, c'était là qu'il y avait le MICIUM qui arrivait. De lieu de production de panneaux isolants en pouces. Donc, on faisait venir la matière première à l'intérieur de la ville, produire les panneaux isolants en pouces dans les sous-sols, donc utiliser des plateaux vides, obscurs, etc., pour isoler in situ
les bâtiments. Donc en gros, la réponse c'est de se dire donc, il y a rénover l'existant, minimiser la démolition, avec les nouveaux matériaux, parce qu'il y a l'ossature béton, elle est très bien si elle est là. Et comment en fait tu vas isoler? Parce qu'on parle de rénovation thermique et de passeur thermique, tout le monde a ce mot à la bouche, mais tu isoles comment? Et avec quel système? Parce que du polyuréthane, bah, il faut mettre une double flux, alors que des matériaux naturels qui sont moins impactants en amont, ils sont aussi perspirants. Donc tu améliores la qualité de l'air. Et donc en fait, c'est là où les nouveaux architectes, pour lutter, ils doivent aussi être beaucoup plus complets sur leurs connaissances d'ingénierie de matériaux, de thermique et d'architecture. On doit à la fois rendre des comptes à notre discipline, la discipline architecturale, mais aussi à la thermique, à toutes ces questions-là, et ça devient beaucoup plus complexe, mais je trouve que c'est beaucoup plus excitant aussi. Il y a ce renversement-là dans la pratique, enfin, notre jeune pratique. Non, et après, pour compléter aussi, quand tu disais sur le rôle de l'architecte, par exemple, déjà, c'est réinterroger un programme. On a fait un concours sur une parcelle où il y avait un ancien parking. Il était interdit de conserver le parking. Donc là, c'est déjà aussi prendre des risques, c'est-à-dire qu'au moment du concours, on se dit, OK, en fait, on va conserver le parking qui était un concours de logement. On va adapter, en fait, on va déroger à la règle du concours. Donc, c'est-à-dire qu'on prend déjà un risque au moment de la réponse. Il se trouve qu'on a gagné, qu'on a pu démontrer que c'était faisable, mais avec quand même un risque. Après, c'est aussi des choix architecturaux et formels. Ça peut être comme aux ateliers Médicis, faire un bâtiment très compact sur une parcelle pour avoir 30% de pleine terre sur le reste d'une parcelle dans un environnement urbain et totalement urbanisé. Voilà. Puis effectivement, la question des matériaux, après tout ce qu'on connaît, ventilation naturelle, etc. Encore heureux, vous travaillez actuellement sur un énorme projet culturel, un énorme concours, c'est la conception du schéma directeur culturel du Centre Pompidou. Vous êtes en concurrence avec 6 autres équipes internationales et le concours est encore en cours, donc on imagine qu'il est un peu difficile de nous en dire beaucoup plus. Mais pour un projet si emblématique, on peut réinventer véritablement la commande? En tout cas, donc, ce qui est intéressant, c'est de se plonger dans l'histoire de ce bâtiment. Francine nous disait c'est un bâtiment monde, enfin, un des bâtiments les plus importants du monde quand on s'est vu il y a quelques semaines. Et donc là, ce qui a été intéressant, c'est de se plonger dans l'époque, du coup, de poursuivre le fil de l'anachronie, de voir le moment où il a été construit. La conception, c'est en 71, juste avant le choc pétrolier. Donc on est vraiment dans une idée des bâtiments machines, on va pouvoir tout faire, des plateaux de 7000 m², etc. De voir toute l'aventure de ce projet lauréat, là aussi pour des choix de radicalité lors du concours, de proposer la piazza qui était, voilà, vous savez par cœur. Et puis ensuite, on a observé comment il s'était transformé, comment il s'était adapté au changement d'époque et comment peut-être il s'était enquisté d'une certaine manière. Et donc là, tout le travail qu'on mène, c'est de dire, et en plus il se trouve que Renzo Piano est au jury, donc, alors que d'habitude il avait fait les rénovations, mais eux dès le début avec Rogers et Peter Rice avaient dit tous les 25 ans il faudra le repenser. Et donc là, nous on arrive 50 ans après. Et donc, on doit repenser comment fonctionne ce bâtiment et quels sont les... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon? Ok, il y a des petites blagues. Voilà. Et donc, on le fait avec beaucoup de modestie, je pense, pour répondre à ta question, mais en essayant de comprendre en quoi l'époque a changé, qu'est-ce que le musée de 2030 ou de 2050, et surtout, comment ces lieux-là doivent s'adresser aux nouvelles générations, parce que pour refaire un lien sur ce qu'on présente ici, chaque fois dans les collectifs à Malakoff, au Mirail, ou à la 69, c'est un mélange assez étonnant. Plutôt, alors je parle d'architectes à la retraite ou qui sont attachés à l'aspect patrimonial de ces bâtiments, qui s'allient avec des jeunes architectes, femmes d'ailleurs souvent, qui ont fait leurs études sur ces sujets-là et qui font une alliance comme ça, c'est dingue. Et moi, quand j'ai rencontré pour la première fois le collectif qui défend les immeubles à Toulouse, au Mirail, c'était très touchant parce qu'on a déjeuné et puis il y avait comme ça cet attelage. Ils ne parlaient pas du tout la même langue. Il y avait d'un côté la génération climat qui dit on ne peut plus faire comme avant, et de l'autre côté, des architectes à la retraite qui se disent mais ces bâtiments ils sont magnifiques, j'ai travaillé dessus quand j'étais stagiaire, on ne peut pas laisser partir ça. Et là je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que les alliances, c'est aussi accepter que le commun vient peut-être d'une confusion et qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour s'opposer à un projet absurde. Ça c'est quelque chose de très important parce que le problème des luttes parfois c'est de dire si tu ne partages pas 100% de ma checklist, on ne pourra pas lutter ensemble. Et là on a des exemples d'alliances stratégique au sein de ces collectifs, et nous on vient rajouter une autre alliance à cette alliance. Je ne sais pas si c'est... Tu me regardes bizarre, mais... Ok. Bon, voilà. Alors, j'ai un regard tout à fait bizarre, Nicolas, mais ne me regarde plus, je vais mettre mes lunettes. Non, c'est ça. Ok, voilà, c'était... Parfait.
Quand on travaille sur les champignons, il y a un livre maintenant qui est vraiment incontournable, qui a été écrit par l'anthropologue Anna Tsing, qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, sur les possibilités de vivre sur les ruines du capitalisme. Et en exergue du premier chapitre, elle propose une citation de l'autrice américaine de science-fiction Ursula Le Guin, que j'aimerais vous lire. Elle dit « Je ne suis pas en train de proposer de revenir à l'âge de pierre. Mon projet n'est pas réactionnaire, ni même conservateur, mais simplement subversif. Il semble que l'imagination utopique soit piégée, comme le capitalisme, l'industrialisme et la population humaine, dans un futur unique où il n'est pas question que de croissance. Tout ce que je tente de faire, c'est d'essayer de faire dérailler la machine. » Est-ce qu'on est là-dedans en ce moment avec vous deux Est-ce qu'on est en train d'essayer de faire un tout petit peu dérailler la machine? Vas-y, moi, je saurais pas répondre. Tu saurais pas répondre. Bon, pour la petite anecdote, on a utilisé ces citations dans le concours pour Venise. Et puis on a eu la chance de participer à une discussion avec Anna Tsing, justement à l'université de Liège, parce qu'elle a été docteur honoris causa à l'université de Liège, donc on a été invité par Vinciane. Et donc là a commencé une alliance du coup avec Vinciane, etc. pour répondre pour Venise. Donc nous on discutait entre nous, dire ok quelle suite nous a donné dans notre pratique, etc. En se disant que il y avait une nécessité qu'il y ait un engagement un peu plus large au niveau de la pratique, donc pas simplement sur la question des matériaux. Donc est-ce qu'on fait derrière les machines? Moi j'aurais pas cette prétention-là de le dire comme ça directement. Est-ce qu'on participe à essayer, avec optimisme, comme on a dit au tout début, on a essayé en tout cas de nous répondre de manière la plus pertinente possible en tant qu'architecte. Juste, comme tu as dit, il y a des trucs où ça n'a pas de sens de démolir, ça n'a pas de sens de construire avec des matériaux qui supportent 25 fois une charge, alors que c'est totalement inutile, ça n'a pas de sens de toute une série de choses. Et du coup, comment, avec pertinence, essayer de s'engager dans les enjeux actuels? C'est une question difficile. Non, des fois, par exemple, sur des choix de projet, on peut se dire, est-ce qu'il faut refuser de les faire ou est-ce qu'il faut les faire pour essayer de détourner l'avion, en fait? Et ça, c'est des questions en permanence, en fait. Est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on les fait pas? Voilà. C'est radical ou est-ce qu'on va vers le compromis et on essaye de... Je sais pas si c'est dérailler ou redresser dans le bon sens, en fait. Je sais pas si c'est plutôt remettre sur les bons rails. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des architectes, il y a toute une nouvelle génération qui, eux, vont encore plus loin que nous, qui sont des praticiens, et qui disent il faut arrêter de construire. Donc ça, c'est en train d'émerger dans plusieurs universités, aux États-Unis, dans plusieurs... tu connais d'ailleurs plusieurs personnes qui sont engagées dans ces thématiques-là. Non, mais c'est vrai. Et là, c'est encore un autre step. Alors, c'est de la provocation, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas arrêter la machine parce qu'on est 8 milliards et on va continuer d'avoir besoin d'habiter. Donc, ce qui est important, là, c'est faire la théorie du donut de Kate Raworth, c'est entre le plafond environnemental et le plancher social. Nous, notre métier, c'est être entre les deux. On ne peut pas dire il faut tout arrêter parce que tout va bien. On voit bien que tout ne va pas bien. Des habitants habitent dans des situations intenables. Il y a des enjeux d'inégalité entre les territoires ou entre les quartiers à l'intérieur des territoires pour parler du Mirail. Donc évidemment, nous on ne dit pas le Mirail c'est très beau, on idéalise ces bâtiments faits dans les années 70, absolument pas. On dit il faut massifier la réinvention de ces lieux-là en incluant les habitants. Parce que ça c'est aussi nous ce qui nous a vraiment... mis en colère avec Vanny, qui a fait beaucoup de recherches, c'est la fausse médiation ou participation, enquête publique. Au Mirail, ils ont fait l'enquête publique pendant le Covid. Donc ils ont eu 8 personnes. Non mais là, on croit rêver, quoi. Il y a il y a 1400 logements. C'est des logements où on peut être à 4 personnes, donc c'est 3-4 000 personnes. Et donc là, il y a une enquête publique qui dit « Ah ben oui, on a demandé nos avis. Bon, c'était pendant le Covid, et puis c'était que le mardi de 15h à 15h30. À 69, pareil. Il y a eu des élus il y a eu des entreprises du Tarn, qui est le département à côté de Toulouse, à qui on a dit si vous ne renvoyez pas un mail dans l'heure qui vient, on considère que vous êtes pour l'autoroute parce que ça va développer. Et donc là, non mais c'est du délire. On en est quand même à ces niveaux de manipulation. Donc nous, je ne sais pas si c'est à nous de dire ça, je pense que ça serait plutôt aux acteurs publics de le dire, et peut-être qu'ils essaient certains de le dire. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de se poser ce curseur. Et nous, dans notre pratique, on essaie récemment, on a répondu à un concours qui nous demandait de démolir un bâtiment. Est-ce qu'on a accepté ou pas? Je ne donnerai pas la réponse. Parce que le concours n'est pas jugé. Mais voilà, c'était un vrai moment. On s'est dit, on a réuni toute l'équipe en se disant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et est-ce qu'on est prêt à assumer ce choix? Et donc voilà, c'est aussi remettre l'architecte face à ses choix. Et je pense que Francis, tu pourrais parler de cette histoire de l'architecture. Est-ce que les architectes ont pris des risques dans l'histoire de l'architecture ou est-ce que ça a toujours été des serviteurs des dominants? Je ne sais pas si...
C'est possible de poser une question en français? Bah, bien sûr. Non, mais parce que c'est Passez le intéressant. micro à Francis. Je veux bien répondre à la question, mais on va l'élargir la question. Mais bien sûr qu'ils ont toujours pris des risques. Enfin, on le voit bien. L'exemple du Centre Pompidou, c'est un risque. C'est un risque, bien sûr. Déjà, le risque, quand et Renzo Piano, il en parle avec Rogers et tout, il l'avait vu comme une sorte de provocation pour faire bouger les choses dans une réponse à une commande qui était ouverte. C'est que comment imaginer un lieu pour l'art contemporain et dont on ne savait pas comment il allait évoluer. Donc il fallait une machine flexible. C'est comme ça que ça démarre l'histoire. Et si on se souvient bien, en 71, enfin beaucoup n'étaient pas nés, il y avait des planchers qui bougeaient. Il y avait toutes ces choses que ensuite Jean Nouvel reprendra dans la Fondation Cartier. Donc c'est assez intéressant. Voilà encore Jean Nouvel, quelqu'un qui a pris des risques. On pourrait faire des longues listes comme ça. Hein. Mais je pense qu'aussi Ledoux, il a pris des risques, non que tous ces architectes visionnaires, les métabolistes japonais, mais bien sûr que l'architecture, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est un risque. Voilà, il faut regarder l'histoire. Il y a même des applaudissements au fond. Dis donc, Francis. Ouais, c'est l'architecte et chercheuse Christelle Lecoeur qui pense qu'il faudrait qu'on forme les architectes à être des agents provocateurs. Ça, c'est encore un autre niveau. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, l'engagement passe aussi par une certaine forme d'agent provocateur? Est-ce qu'on doit forcément en passer par des moyens détournés, comme vous le faites un peu aussi ce soir, encore heureux, lorsque vous proposez la mise en scène de ces 3 projets? C'est une certaine forme de détournement de votre carte blanche au profit finalement d'un engagement à la fois écologique et politique. Vas-y. Parce qu'elle te pose la question, mais je crois que je vais sortir juste du contexte encore heureux. Parce que si tu te dis que c'est de la provocation, il peut y avoir une espèce de truc d'esprit de contradiction qui en fait n'aurait pas de fondement, en tout cas au niveau de la pensée, de pourquoi tu te positionnes sur ça. Et en fait, ce serait un phénomène de mode. Et il ne faut absolument pas que ce soit un phénomène de mode. Tu te positionnes face à quelque chose dont la position est provocante, parce qu'en fait, tu fondes sur quelque chose d'objectif que ça n'a pas de sens. Encore une fois, cette construction de l'autoroute pour gagner 15 minutes, pour 300 et quelques hectares d'artificialisation de sol, alors qu'on parle de zéro artificialisation. Oh, c'est dur à dire. Vous avez compris dans la loi climat, le zéro artificialisation nette, et qu'en fait, on te parle de 300 hectares pour gagner 15 minutes. Voilà, c'est pas une posture a priori, c'est une posture fondée sur des choses objectivantes, je crois. Et c'est ce qui fait que ça va perdurer. Mais ce qui est compatible aussi, c'est l'expertise des architectes. Et ça, nous, on en a beaucoup parlé avec les collectifs, parce que tout d'un coup, il faut de la donnée. Et c'est cette donnée aussi qui est notre force. Nous sommes des métiers de la technique, ça a été dit. Pas que. Et c'est ce spectre-là. Moi, j'ai choisi ces études-là parce que c'était les plus ouvertes. Après la terminale, je ne voulais pas choisir. Je ne voulais pas faire un seul métier, parce que je trouvais que j'étais intéressé par trop de trucs. Et je trouve que c'est ça aussi la force de nos métiers. Il y en a très peu qui ont gardé cette diversité-là, parce qu'on a cherché à spécialiser et à dire, en fait, si on met les gens dans des petites cases, au moins ils n'auront pas peut-être une vision complète. Et moi, je trouve que notre responsabilité, elle passe aussi par la maîtrise des outils. Quand on fait une exposition, quand on fait un catalogue d'exposition, quand on fait des bâtiments, comment on en parle, comment on associe les parties prenantes au fait d'en parler, comment on se laisse surprendre. Un projet, par exemple, qu'on a fait à Rennes, l'Hôtel Pasteur, où des parties entières de conception ont été on pourrait dire délégué, je ne sais pas si le mot est bon, mais en tout cas on a fait des alliances avec des structures de réinsertion, et donc on s'est retrouvé avec des sols faits en mosaïque qui récupéraient les chutes des sanitaires de l'école primaire pour faire un carrelage avec que des chutes. C'est le plus beau sol de tous les bâtiments qu'on ait fait, et ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est nous qui avons permis qu'il soit réalisé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris avec Patrick Bouchin, parce que c'est aussi, Sonia était avec Patrick Bouchin en 2006 à Venise, Sébastien, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est à l'étranger, a été longtemps avec Patrick Bouchin, et nous, on l'a rencontré aussi très tôt dans nos études. Donc tout ça, nous, on ne l'a pas inventé, hein. Voilà, on l'a prolongé, et on en a fait notre chemin, mais c'est important aussi toujours de voir d'où on part. Et à partir de ces données, vous avez quand même cherché à montrer dans votre installation une certaine forme d'objectivité en présentant chaque projet, puis en montrant les arguments pour et les arguments contre, ce qui est aussi quand même une prise de risque lorsqu'on a un engagement, puisque vous l'avez dit,
vous êtes et quand leur même contexte aussi. voilà. Avant Vous êtes aussi, quand même contre c'était ces important, projets. et notamment pour le Mirail, c'est aussi raconter ces grands ensembles, à quel moment ils ont été construits, à quels besoins ils répondaient, à quelle utopie ils ont porté. Et voilà, aujourd'hui, c'était pour dire pour, contre et contexte. Oui, contexte et pour contre. Oui, c'est d'abord le contexte, ensuite ceux qui sont pour. C'est très intéressant. Le travail de verbatim, les cartels là, de l'exposition, c'est pas nous qui avons écrit les textes, on a extrait les textes posés par ceux qui pensent qu'il faut démolir ou ceux qui pensent qu'il faut conserver. Donc c'est un travail de juxtaposition. Et ensuite, il y a un petit film aussi, qui est une sorte de zapping ou de vue, où on a juste compilé des journaux télévisés de France 3, des micro-trottoirs avec les habitants, des questions à l'Assemblée nationale, à la ministre des Solidarités sur la Tour INSEE. Et donc on met ça bout à bout, et on considère que le visiteur est super maître de son observation. C'est ça aussi une exposition, c'est pas faire du tout cuit, c'est poser des éléments pour que le visiteur puisse se faire son avis. Et on a beaucoup travaillé sur cette objectivité, même si on pourrait dire, peut-être certains pourraient dire que c'est orienté. Mais est-ce que c'est orienté ? C'est engagé, c'est pas orienté, et en tout cas il y a les arguments des deux côtés. On a même envoyé un message à l'agence qui fait le bâtiment à la place de la Tour INSEE, voilà, qui sont peut-être dans la salle. D'ailleurs, on les a invités ce soir, mais je ne sais pas s'ils sont là. Mais c'est intéressant aussi de voir. Il y a bien des architectes qui sont en train de dessiner le bâtiment qui devrait être construit à la place du bâtiment qui devrait être démoli. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire, franchement, sur les 3 situations, ce serait hyper intéressant que vous disiez, on pourrait le mettre dans l'exposition. Est-ce que vous pensez que les bâtiments vont être démolis ? On pourrait faire un petit sondage comme ça. Et est-ce que vous pensez que l'autoroute va être construite ? Très intéressant. Parce que, franchement, moi, je suis incapable de vous dire. Des fois, je me dis, mais c'est impossible qu'ils démolissent la Tour INSEE. Et puis, des fois, quand je passe à Malakoff et que je vois les grignoteuses qui attaquent, je me dis, en fait, on se raconte nos histoires, on fait nos petites expos, mais en fait, la machine, elle continue tout droit. Donc. En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion d'aller visiter, en tout cas, le site de la Tour INSEE il y a 15 jours avec une étudiante de Malaquais qui est juste ici. Et ce qu'on a trouvé quand même assez incroyable, c'est qu'au-delà du fait que le bâtiment est en train d'être déconstruit ou démoli, il fait face à l'écart d'argent d'il y a 2 ans, le bâtiment de Charles-Henri Tachon qui lui fait face, qui a été construit en réponse aussi à cette tour. Et donc, que va devenir cet écart d'argent une fois que l'INSEE sera détruite, si le bâtiment est détruit? Je pense qu'on est en plein cœur de l'endroit parfait pour en discuter. Comment existe le bâtiment de Tachon sans la tour INSEE maintenant? Alors bon, c'est une question peut-être posée à Francis. Mais... Francis, rejoins-nous à la table. D'abord, je ne veux pas monopoliser ni les questions ni les réponses, mais déjà, je pense que c'est une réponse contextuelle. C'est vrai que Tachon, il s'était vraiment appuyé sur la présence de ce tripode pour justement construire son projet sur le logement, cette résidence que vous connaissez tous. Donc voilà, après, je ne sais pas, il va y avoir des mutations. Je crois que... je ne sais pas comment répondre plus que ça. C'est-à-dire que Tachon, il a répondu à un moment donné, en fonction d'un programme donné, dans un contexte donné et une économie donnée. Quand même, vous savez tous ici que l'architecture, c'est ça. Hein, c'est une économie, une temporalité, voilà, et une question. Et comme le dit si bien Jean Nouvel, l'architecture, c'est de répondre à la question qui n'a pas été posée. Donc, voilà, je laisse d'autres continuer à répondre sur la question. Non, c'était juste... Nous, on s'est rendu compte assez tardivement que les 2 bâtiments présentés étaient des tripodes. Bon, si, c'est bizarre. Et en fait, c'est un peu bizarre. Un tripode, c'est un bâtiment avec 3 branches. Et en fait, quand il y a les 2 maquettes à côté, on a l'impression qu'ils sont de la même famille. Mais en fait, du coup, on a essayé de comprendre. Et il y a des enjeux au Mirail, tous les logements sont traversants. Donc il y a des qualités d'usage incroyables. Quand vous faites un tripode sur la tour INSEE, il n'y a aucune face qui fait de l'ombre à l'autre, parce que c'est la meilleure répartition. Et vu que vous avez vos circulations dans le noyau central, vous avez une performance. C'était pas faire des tripodes pour regarder en haut en disant c'est rigolo. C'est parce qu'il y avait vraiment une espèce d'extrême engagement formel que nous avons assez largement perdu, je considère, à part faire des boîtes. Alors maintenant, on les met un peu en bois, un peu en terre, mais ça reste beaucoup de boîtes. Et c'est intéressant de voir que ces savoirs-là aussi ont été un peu abandonnés, mais nous, ça nous a sauté aux yeux. Donc c'est intéressant aussi parce que quand vous lancez dans un sujet, vous ne savez pas non plus ce que vous allez découvrir. Et là, on a découvert la puissance des tripodes, et je pense que bientôt on fera un projet en tripode, hein, parce qu'en fait c'est génial le tripode. Bon, voilà. Mais donc c'était aussi un petit lien sur cet enjeu de formel qui est aussi une question d'architecture.
Alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur la question de l'exposition, parce que Bento, vous êtes retrouvé vraiment sur le devant de la scène lorsque vous avez été lauréat du pavillon belge de la Biennale de Venise. Alors peut-être pour le public qui n'aurait pas une connaissance très détaillée du fonctionnement de la Biennale d'architecture de Venise, le pavillon belge alterne une année wallonne avec une année flamande, et il se caractérise vraiment par sa capacité à être une rampe de lancement pour de jeunes équipes émergentes, là où le pavillon français en général représente plutôt des équipes déjà reconnues et validées par les institutions. De votre côté, qu'est-ce que ça fait de se retrouver comme ça responsable d'un pavillon alors qu'on a monté son association depuis moins de 3 ans? La Biennale se termine ce week-end, dimanche, je crois, dimanche soir. Après 6 mois d'exposition qui a été vue par des milliers de personnes, qu'est-ce que vous en retenez? Dans l'ensemble, une très bonne expérience pour nous. On n'avait rien à prouver à personne, donc on y allait, pas la fleur au fusil, mais on était très enthousiaste, très optimiste de pouvoir... Qu'est-ce qu'il dit? Oui, on était un peu stressé, mais à la fois assez détendu, optimiste du projet. On était très content de ce qu'on avait dessiné. On n'a rien changé entre le projet qu'on a présenté et ce qu'on a monté finalement. On n'a pas eu trop de problèmes pendant le montage. Le pavillon a très bien vécu. On avait très peur des questions d'humidité. Il fait très chaud et très humide en fait à Venise. Et quand on travaille avec du biosourcé, c'est pas vraiment les meilleures ressources, enfin le meilleur climat. Ça n'a pas bougé d'un iota, donc on est super content. Et niveau expérience, on a la chance de rencontrer plein d'autres architectes très engagés, donc pour ça on est super content. Ouais, concrètement, nous on prend beaucoup de leçons en fait de ça, notamment par ce débat aujourd'hui, etc. Donc on est quand même assez jeune, du coup on apprend quand même tout le temps. Et ouais, c'est ça, on a construit un centre au Bénin, mais sinon c'était des expositions d'art contemporain principalement. On n'a pas construit quoi, concrètement. Et du coup, ouais, c'était aussi pour le moment pour nous, clairement d'expérimenter. On a été construire sur place. On a travaillé avec une équipe de monteuses de Venise, avec qui ça s'est super bien passé, qui sont aussi engagés, parce qu'en soi, dans la proposition qu'on a faite, on travaillait avec des matériaux géosourcés, biosourcés, principalement du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais à un moment, on se retrouve avec le problème, justement, quelque part d'engagement, mais du coup du déchet, d'amener en fait des matériaux à Venise sur une île. Et en fait, on a quelque part trouvé cette équipe de montage qui en fait réutilise ces matériaux. Donc plutôt de l'idée d'exporter le pavillon après, le faire le tour de la Belgique ou je sais pas où. L'idée c'était du coup de trouver aussi un sens à la réutilisation de ces matériaux par après. Et là ils vont probablement s'en servir pour construire une sorte de dojo, un truc d'art martial. On ne sait pas encore exactement ce que ça va être, mais ça va être réutilisé sur place, etc. Donc il y a aussi, on apprend aussi même du chantier, du montage. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Ouais, et puis du coup, devant, pas devant, je sais pas, mais en toute humilité, donc nous, le pavillon, c'est une étape de plus, en fait, qui est la suite logique d'un changement d'échelle progressif. Donc en fait, dès le début, bon, on a parlé, désolé, on a parlé des commanditaires, on a parlé de provocation, on a parlé de plein de sujets, je vais y revenir. Donc, juste là, Venise, nous, ça a commencé des phases de recherche empirique, puis on a fait un banc, enfin un tabouret. Puis on a vu que ça marchait, puis ça nous a posé plein de questions techniques sur des assemblages bois mycélium. Puis on s'est dit, on va faire, on avait été invité à faire une résidence dans un centre d'art au sud de la Belgique. Et là on s'est dit, on va faire un grand four en céramique avec un habillage en mycélium. Là, première leçon d'humilité, passer d'une brique à un tabouret, ok, mais à une installation qui fait 7 mètres de haut. Et en fait, on a eu une contamination sur 200, la quasi-totalité de nos sacs. Donc, comment faire? Donc là, encore une fois, c'est une question d'archi. Notre petit contexte d'un petit four dans une installation, mais ok, comment tu trouves une solution? Donc, on l'a fait en bois brûlé. Et là, on s'est dit, ok, le vivant, les contaminations, les risques, comment on peut améliorer le procédé, etc. Donc, on s'est rapproché de producteurs à Bruxelles. Là, on s'est dit, ce serait cool de faire un pavillon, un espace. Et puis, bon, là, on a eu la chance de gagner Venise, donc c'est quand même un pavillon sympa, quoi.
On voulait l'autofinancer à la base, dans notre lieu de production. On voulait financer un projet. Je vais revenir à la question des commanditaires, parce que effectivement, c'est la politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ouvrir le concours à tout le monde. Donc il y avait des bureaux affirmés, comme Bokuns qui a été invité ici. Il y en a eu des bureaux belges confirmés. Donc nous, on était les petits poussets. Et en fait, la thématique, ça a été voté à l'unanimité. En fait, pour nous, c'était vraiment une suite logique dans le changement d'échelle. Ensuite, la provocation, tu as posé la question tout à l'heure. Au départ, on se foutait de notre gueule quand on travaillait sur ces thématiques-là de champignons, etc. Il y a toujours un petit peu des blagues là-dessus, etc. Maintenant, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et on voit qu'en fait, c'est sérieux. Et comme on l'a évoqué avant, ça s'inscrit dans un spectre beaucoup plus large sur la question des ressources, etc. Et simplement, le mycélium a des spécificités, comment on le transpose en architecture ou en design. Voilà, donc les commanditaires ont vraiment été fondamentaux et ils laissent la chance aux jeunes, quoi. Il y a eu Rotor, il y a eu Label, Trompe Nouvelle, enfin voilà, quand même. On espère que le pavillon français prendra des risques comme le fait le pavillon belge. Vous encourageriez des jeunes équipes à se présenter ? Bien sûr, oui. Oui, mais je pense que justement, c'est aussi un moment, on parle d'engagement, mais c'est un moment justement propice, je pense, pour re-questionner l'archi. Et je pense que justement, laisser la place aussi aux jeunes. Je pense qu'on a la chance de ne pas avoir eu un concours avec des références, en fait. Donc ça pose aussi ces questions-là. Là, c'est une exposition, une curation. En fait, on n'a pas forcément besoin de références pour dire des trucs, quoi. Parce que tu as parlé de l'accès à la commande, mais il n'est pas plus facile qu'avant. Là, c'est vraiment une petite bulle. Donc, en fait, on a eu la chance d'avoir des commanditaires qui ont laissé la chance, qui nous ont laissé la chance. En fait, c'est encore très difficile d'accéder à la commande, notamment publique. Et en fait, nous, la Venise, c'est simplement une fenêtre qui nous permet potentiellement d'être désirables pour pouvoir candidater. Mais ça reste très compliqué. Et après, nous, pour notre expérience de plus vieille agence, nous, on s'est aperçu qu'en fait, toutes nos expositions en fait, ont été des tremplins. Et par exemple, Matière Grise, quand on a fait Matière Grise sur le réemploi, on n'avait jamais fait de réemploi. On a exposé une centaine de projets d'architectes qui avaient vraiment fait du réemploi. Mais en fait, suite à cette exposition, on s'est retrouvés spécialistes du réemploi. Et en fait, on s'est retrouvé avec des commandes autour du réemploi qui ont fait que après on est un peu devenu spécialiste. Lieu infini qu'on a fait à la Biennale de Venise, c'était pareil, on a exposé d'autres lieux et des lieux aussi où on n'avait pas été forcément les architectes, et on s'est lancé dans la caserne APP qui était une ancienne caserne militaire qu'on a investie avec un collectif local à Venise qui s'appelle Rebiennale. Biennale Urbana, Biennale c'est vous, ouais. Biennale Urbana, pardon, et qu'on a activé cette caserne en 2 mois, qu'on a rendu accessible au public, sur lequel on a fait des hébergements, etc., et qui nous a amené justement alors à faire des alliances, parce que du coup on est sorti de notre champ uniquement de l'architecture, parce qu'aujourd'hui ça nous a amené à nous positionner sur des lieux en tant que maître d'ouvrage, parfois promoteur, financeur, etc. Donc à chaque fois c'est plutôt l'occasion d'une exposition. Finalement on prend pas beaucoup de risques parce que c'est une exposition, c'est quelque chose qui est temporaire, etc. Puis finalement on se dit ah bah tiens on a réussi à le faire sur 3 mois, bon, peut-être on va le faire sur 37 ans, voilà, etc., etc. Bah, ouais, pour le coup c'est vrai que ça se rapproche un peu du coup de notre pratique, en se disant on a commencé avec une association où en fait on avait la recherche empirique, transposition d'échelle, on essaye de sortir du laboratoire garage pour montrer le truc, quoi. Et on s'était dit ok, mais en fait on veut toucher l'échelle du territoire et de l'architecture, mais en fait il y a les questions de normes qui rentraient en jeu, surtout quand on collabore avec des formes de vivants. Et le médium qu'on a trouvé le plus pertinent en fait, pour parler de ces engagements et de ces alliances, c'était le médium de l'art contemporain. Et c'était par les expositions qu'on arrivait en tout cas à poser des questions, ou en tout cas à amener à penser comment on pourrait collaborer avec d'autres formes du vivant, d'architecture, etc. C'est un peu similaire, mais... Et je reste persuadée personnellement qu'on attend souvent que l'on donne des réponses, alors que poser des questions est souvent beaucoup plus intéressant. Je vous invite à poser maintenant vos questions. C'est peut-être le moment, si vous souhaitez interroger les unes et les autres et les uns. Le micro est à vous. Oui, c'était juste pour insister sur la tour INSEE, pour donner une information. Je trouve d'abord très bien que vous l'ayez. Moi, j'avais fait une marche
avec l'association et avec la mairie, qui est donc contre la destruction de la Tourine C. Et aujourd'hui, il y a l'enquête publique. J'y suis allé il y a quelques jours. L'enquête publique, j'allais dire bien sûr, mais en tout cas, ne porte que sur le bâtiment neuf. On ne parle pas du tout de la destruction de la tour actuelle. Et en plus, il y a à peu près des milliers de pages sur le nouveau bâtiment. Et que il y a tous les avis techniques et tout ça. Il y a même 2 lettres des 2 maires, du maire du 14e et du maire de Malakoff, qui défendent la tour telle qu'elle est. Et je veux dire, ça fait pousser 0,01% des pages de l'ensemble de l'enquête publique. Et là, quand j'y suis allé, je crois qu'il reste quelques semaines encore, mais il y avait 3 avis déposés par des citoyens quand j'habite Malakoff. Merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Question juste. Oui, bonsoir, merci. Moi, je me demande un peu comment c'est possible de s'engager quand on est architecte, parce que moi, je suis encore étudiante et je discutais avec un architecte de Toulouse qui est plutôt de la génération du milieu, du coup. Donc, pas la jeune et pas la vieille qui pense au patrimoine du 20e. Non, je pense plutôt aux architectes retraités à Toulouse. Et qui me disait qu'il n'arrivait plus à avoir de commandes à Toulouse parce qu'il était contre le projet et que du coup, quand on est contre le projet de démolition de Toulouse Métropole, on se retrouve tout d'un coup un architecte face aux décisions du commanditaire. Donc, est-ce que selon vous, c'est réellement possible de s'engager quand on est architecte ou est-ce que justement, on ne prend pas trop de risques quand on parle et qu'on est contre? Voilà. Une vraie question sur le risque, donc. C'est une question difficile parce que ça dépend. La question de risque, c'est le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que quel risque on prend et quel bénéfice on peut avoir. Donc ça dépend du moment où vous êtes dans votre pratique. Ça dépend des alliances avec lesquelles vous allez prendre ces risques-là. Mais c'est quelque chose qui est... le risque, il peut se placer à plein d'endroits. Il peut se placer au niveau de la réponse matérielle, vous en avez beaucoup parlé. Il peut se passer au niveau de la réponse du programme, Sonia en a parlé, de reposer une question, considérant que la question posée n'était pas la bonne, ou il peut se reposer à des endroits d'opposition qui, elles, sont peut-être plus risquées frontalement. Nous, ce qu'on a observé, c'est que c'était peut-être à chaque moment, en tout cas de notre pratique, qu'on a pris des risques qui étaient mesurés aussi par rapport au moment où nous étions. Je pense que Francis nous aurait invités à votre âge, donc il y a 20 ans, à cet endroit-là, on n'aurait certainement pas fait ce projet-là. Parce qu'on n'était peut-être pas assez mûr ou on n'avait peut-être pas compris assez de choses. Ou voilà. Donc, non, mais c'est important aussi de dire que c'est aussi à chaque... l'architecture, c'est un métier qu'on apprend très très lentement, très très long. Ricciotti, d'ailleurs, qu'on a entendu ensemble à Marseille, disait jusqu'à 50 ans, vous ne savez pas construire en fait. À 60 ans, vous faites de l'argent et puis à 70 ans, je ne sais plus ce qu'il disait, mais il devait dire une connerie. Mais non, mais c'est... Peu importe, parce que Ricciotti s'en méfiait, hein. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'était un métier qui s'apprend très lentement. Et nous, on le considère. Là, il y a beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes avec qui on travaille, qui sont dans l'équipe, qui sont dans la salle, et on voit que chaque sujet nous pose des questions fondamentales et qu'on est tout le temps sur le fil. Mais en toile de fond, il y a quand même l'idée qu'il faut que collectivement on prenne des risques. Les architectes, les maîtres d'ouvrage, les acteurs publics, les personnes en responsabilité. Voilà, parce qu'il y a plus de risques à ne pas prendre de risques face à la situation actuelle. Ça, c'est une certitude aussi. On avait écrit un texte là-dessus pendant le Covid, la crise de risque. Parce qu'en fait, on est aussi dans une société, on le voit même pour mettre un spot à la Cité de l'Architecture, c'est la croix et la bannière, tout semble impossible. Donc vous imaginez, et je dis ça avec toute bienveillance, mais parce que tout est compliqué en fait, et on le sait tous. Donc comment on arrive à dépasser ça? Et voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est l'échelle du risque peut-être, pour le résumer. Et collectivement. Ça aussi, juste pardon, si je peux m'arrêter, c'est que si on a décidé de travailler toujours en équipe et en collectif, c'est parce qu'on considérait qu'on était beaucoup plus fort en étant plusieurs et que peut-être la personne qui vous a parlé de ça, il faut qu'elle trouve des alliances aussi pour être plus forte dans ses engagements. Bonjour, merci beaucoup pour vos remarques parce que c'est super intéressant. Du coup, par rapport à cette prise de risque, moi je me demandais au quotidien, en agence, comment ça se passe parce que je trouve que vos récits sont hyper intéressants, hyper
cohérent en fait. Et je trouve que dans la pratique, en fait, on se rend compte qu'on est empli de doutes, on est empli de questionnements. Comment au quotidien vous réussissez à justement, est-ce que vous faites des débats, je sais pas, vous avez des discussions pendant des heures et comment en tant que trio vous réussissez justement à se dire bon bah là on part sur la bonne décision. Et aussi j'ai une autre question qui est complètement différente, c'est comment on devient fan des champignons, comment est-ce que c'est devenu je dirais une sorte de fascination, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant comme vivant, comme voilà, donc merci beaucoup. Ouais, merci pour ta question. Bon, tu dois tout le monde, ça va. Oui, alors nous, vous pourrez répondre aussi, parce que nous, on leur a aussi posé la question ce matin. C'est déjà hyper intéressant de demander, maintenant, on fait cet exercice-là, nous étant un jeune bureau, la genèse de tous les bureaux qu'on rencontre, surtout qui ont des histoires un peu singulières, c'est hyper intéressant. Et on se rend compte, nous, qu'il n'y a pas de recette, qu'il n'y a que des histoires spécifiques. Et donc, nous, comment ça fonctionne? On n'est pas encore tous à temps plein. Donc, c'est encore en construction, mais sur l'organisation. Donc, avoir des temps réguliers. Donc, on a notre petit dîner hebdomadaire où on fait le tour de tous les projets et on prend les décisions ensemble. Et puis ensuite, on se répartit le boulot sur ce qu'il y a à faire. Bon, c'est encore un peu organique. Nous, c'est pas très organisé. Mais ça va aussi avec la question du risque. C'est qu'à un moment, et se mettre ensemble, c'est que être à trois, ça rassure. On est trop seul face à ses limites. Quand on est tout seul, on est trop face à ses défauts. Et c'est assez organique, nous, comment ça se passe. Donc, la réponse n'est pas totalement... et on a envie de la poser aussi à des gens plus installés. Mais je crois qu'ils vont dire aussi à leur façon, ouais, je sais pas, il y a peut-être des réunions. Je sais pas si c'est clair, mais... Non, mais je pense que la réponse, c'est d'être plusieurs, à chaque fois. Et par exemple, on parlait tout à l'heure du concours, dont on n'a pas le droit de parler, mais où la question est de démolir pour un super programme et se poser la question, est-ce qu'on répond totalement dans les clous, ou est-ce qu'au contraire, on prend un risque et on déroge, et au risque de ne pas totalement faire le programme qui est demandé. Et là, par exemple, sur ce cas-là, en fait, on développe les deux pistes en même temps pendant très longtemps, on les malaxe, on les discute entre nous, on les teste à l'extérieur, on fait rentrer une équation politique, on fait rentrer une équation matériaux, une équation programmatique, et on malaxe. En fait, il n'y a pas, si ce n'est qu'en tout cas de ne pas être tout seul face à cette prise de risque. Et pour poursuivre, vous parlez des matériaux vivants, mais en fait, les agences ou les collectifs de personnes qui travaillent ensemble, c'est aussi une matière vivante. C'est-à-dire que ça se transforme, chacun évolue, chacun tombe des fois sur des sujets, vous c'est le champignon, et nous on a plusieurs sujets comme ça qui nous sont apparus, parfois un peu par hasard. Donc ça c'est important. Nous, de manière très pragmatique, on a, avec toute l'équipe, tous les lundis, on a soit une réunion d'équipe où on présente tous les projets en cours, ça permet d'avoir une information, voilà. Et le lundi d'après, on a une culture commune, qui est l'idée de s'inspirer. Donc soit c'est quelqu'un qui vient détailler un projet, soit on invite quelqu'un de l'extérieur qui vient parler. Et donc ça nous prend 1h30 par semaine, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, mais en tout cas on a le sentiment que c'est déjà un premier ciment de nourrir comme ça ce collectif, et considérer qu'aussi on est tous des apprenants ad vitam aeternam. Tu vois, on va tous continuer à apprendre. Ça c'est assez passionnant. Et peut-être pour compléter c'est la remise en cause. Je pense qu'on a notre propre anachronie. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des contextes et des projets dans lesquels ils naissent. Et par exemple, quand on a commencé le réemploi, c'était tout réemploi, il fallait être hyper démonstrateur, parce qu'en fait, il fallait que les choses bougent, que le réemploi soit reconnu, etc. Et du coup, on a poussé des choses qui devenaient absurdes, même en bilan carbone, en transformation. Et donc, en fait, il y a des choses qu'on a fait à un moment, qu'on ne fait plus, qu'on a temporisé, qu'on a minorisé. Puis du coup, on a déplacé le risque ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres sujets qu'il faut faire avancer. Et sûrement qu'aujourd'hui, notre contexte fait qu'on a des utopies qu'on développe qui seront sûrement anachroniques dans 10 ans. Et, voilà. Et pour le champignon, je les laisse répondre. Comment on devient fan des champignons? C'est arrivé de manière assez douce. Nous, on est tombé dedans. Ouais. Non, mais nous, on est tombé dedans. On venait juste de finir nos études, Covid. Du coup, on vivait ensemble. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, parce qu'on ne va pas rester dans l'optimisme. Dans l'optimisme, parce qu'on s'était un peu trop resté enfermé à la maison, je pense.
Et on a rencontré un collectif qui travaillait en fait sur le mycélium. On avait déjà lu en fait, on avait déjà lu des articles scientifiques qui sortaient déjà un peu à l'époque. On s'était dit, oh, ça a l'air cool, on va essayer. On a rejoint un collectif qui travaille avec. Et en fait, moi personnellement, c'est la première pièce qu'on a générée qui m'a. Enfin, on a trouvé ça fascinant en fait de pouvoir inoculer juste un tout petit spore de champignon dans un substrat végétal et d'en prendre soin pendant 3 semaines, de le voir s'autogénérer. Et à la fin, en fait, générer un matériau qui n'a rien à voir avec l'espèce d'amalgame qu'on lui a donné au début. Et après, d'apprendre à prendre soin. C'est un peu de l'alchimie, ouais. Il y a aussi la communication en fait, qu'on a avec le mycélium. Le mycélium, on a beau faire exactement la même chose, avec les mêmes substrats, les mêmes dosages, le même mycélium, on aura toujours quelque chose de complètement différent. Du coup, c'est un peu l'aléatoire et le mystère. Un jeu beaucoup avec l'incertitude. Exactement. Qui caractérise quand même beaucoup notre époque aussi. C'est ça. Ce que disait Vinciane, justement, c'est que avec le mycélium, la seule chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr. Et du coup, c'est un peu chaque matin arriver au labo, ouvrir l'incubateur et voir un peu ce qui se passe. C'est assez fascinant. Et aussi un autre rapport au temps. Oui, il y a certainement un autre rapport au temps aussi, parce que forcément, quand on a commencé, donc il y avait l'aspect recherche, mais aussi il y a le temps qui pousse en fait. Donc il y a ce rapport du coup, même de réinterroger la production. On parle de vivant, est-ce qu'on peut encore utiliser le mot même production en fait. Et du coup il y a un rapport peut-être plus lent, qui n'est pas forcément plus lent en fait, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de filière ou ces choses-là. Mais on a aussi réinterrogé par exemple ces mots de production par des mots plutôt liés par rapport à la génération ou à la régénération. En fait, l'idée de collaborer avec le vivant nous a apporté d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que les champignons au début, c'était, comme nous l'a dit Charles, c'était des articles scientifiques, un premier designer, Philippe Ross, qui travaillait sur potentielle applicabilité du mycélium sur des packaging ou des chaises, etc. Et en fait, travailler avec le vivant, on s'est dit, on va essayer de justement pas le tuer comme on peut le faire, sinon on reproduit peut-être un schéma qui est autre. En fait, ça nous a amené à penser autrement. En fait, c'est ça, le mycélium, ça nous a amené juste à penser autrement des alliances et des collaborations et des agencements autres. Et quand on parle de collectif et de mettre des compétences, donc quand on a rejoint l'association Le Fungal Lab, en fait, c'était des gens qui travaillaient sur des cuirs fongiques, qui travaillaient, donc qui étaient mycologues, designers textiles, et en fait, nous, on a transposé ça avec notre discipline, mais donc les connaissances acquises par un microbiologiste qui travaille dans les laboratoires au quotidien, etc. Donc, quelles connaissances on allait pouvoir tirer de ça. Donc, pour revenir sur le mycélium, ce qui est intéressant, c'est que c'est une matière en augmentation. Par exemple, même la terre crue, donc, qui est naturelle et qui ne nécessite pas de cuisson, en fait, nécessite une excavation, du tamisage, du criblage. En fait, tu pars de, je dis n'importe quoi, mais une tonne de terre pour finir aller à 500 kg de matériaux utilisables. Ce n'est pas scientifique. Mais alors que le mycélium, en fait, tu pars, donc déjà, c'est un corps végétal. Tu peux utiliser de la chènevotte, des copeaux de bois issus de déchets. La structure de Venise, on a utilisé les copeaux pour faire des briques, par exemple. En fait, c'est qu'effectivement, comme a dit Charles, d'une petite, infime partie de matière que tu en fait reproduis, en fait, tu produis des matériaux. Donc, il y a une augmentation de matière et qui nécessite très peu de 20 degrés pour pouvoir proliférer, etc. Et donc, nous, autre chose qui a été importante qu'on a fait à Venise, nous, ce qu'on voulait montrer aussi, donc il y avait le démonstrateur, l'espace central, on voulait prouver, construire un espace localisé, etc. Et dans les pièces autour, on a montré ce qu'on pouvait faire avec le mycélium. Donc ce qui est vraiment gai, et c'est là où potentiellement un rôle d'architecte arrive, c'est tu vois quelque chose qui réagit et tu dis comment je peux le transposer. Donc avec par exemple le tabouret qu'on avait fait, on avait fait pousser donc la cise avec un cadre en bois en attente. Et on s'est rendu compte que le mycélium, quand il poussait, en fait, il venait se lier dans les microporosités du bois. Donc en fait, il y a une liaison mécanique qui se fait entre le mycélium et le bois. Donc là, tu commences à avoir des murs en pousse avec ossature en attente que tu pourrais préfabriquer en filière sèche. Donc là, tu penses même transposabilité chantier. Ou alors des choses un peu plus folles qui pourraient pousser sur site. Enfin bon, là, c'est complètement barré comme truc. Mais il y a l'échelle du rêve qui ouvre des portes et il y a en fait du très concret. Voilà. Et en fait, il y a une pièce où on a montré que ça pouvait. Donc c'est vraiment la question du projet, parce que pour le coup, vous êtes aussi intéressé à un rapport au temps tout à fait particulier.
et à ce que le cinéaste belge Fabrizio Terranova a appelé la narration spéculative. Comment on fait du projet à partir de la narration spéculative? Ben justement, je pense que ce qu'on a fait par exemple pour le Biennale de Venise, accompagné de Vincent Després, de Juliette Salm qui est une anthropologue, et d'une écrivaine belge qui s'appelle Christine Aventin, qui est une essayiste belge qui a notamment écrit Feminist Punk, qui est très engagée aussi. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir s'affranchir quelque part de normes, encore une fois, comme on essaie de le faire par le médium de l'art contemporain. Mais c'était se dire, ok, comment on peut imaginer, par exemple, en 2050, arriver à un déplacement qui serait, par exemple, plus... On sortirait de l'anthropocène, on arriverait... Là, pour le coup, c'était l'idée de la mycélocène, mais c'est justement de déplacer un peu le curseur, de comprendre, en fait, une composition du monde qui serait autre que anthropocentrée. Et du coup, bah, la spéculation narrative nous permet, en tout cas, d'avoir cet optimisme et de justement trouver les personnes ou les ressources pour faire du projet, en tout cas. Donc ça, c'était l'idée justement de travailler avec une philosophe, travailler avec une anthropologue, travailler avec un microbiologiste. L'idée de collectif nous permet justement d'avancer, peut-être justement imaginer des maisons en pouce complètement barges, mais en fait ça nous aide, c'est ça aussi la recherche, je pense. Mais du coup, au final, encore là, maintenant on est en lien avec la VUB à Bruxelles, l'université qui a produit les cuirs pour Venise, pour justement penser à des nouveaux prototypes, peut-être en pouce, enfin des résidences art, sciences. Donc au final, encore une fois, le livre, la fiction, l'exposition, le catalogue, en fait, tout est un projet. Et en fait, toutes ces choses-là se mettent en lien, qu'elles soient du plus utopiste au plus concret. Et en fait, c'est ce saut-là qui en fait, permet de montrer le faisable, quoi, et qui le temporalise. Y a-t-il une autre question? Oui, ici. Juste après. Merci. Je voulais vous interroger sur justement, vous parliez d'alliances et qui viennent réinterroger aussi les compétences et la discipline de l'architecture. Donc je voulais avoir un témoignage sur avec quels autres métiers, quelles autres disciplines, quels autres points de vue vous avez trouvé des alliances, des terrains d'entente par le passé, et quel cadre construire. J'ai entendu artiste, j'ai entendu microbiologiste, j'ai entendu recherche-action. Donc si on devait systématiser, sortir aussi de l'expérimentation, comment construire des cadres pour ces approches transdisciplinaires? Ça peut être simplement un témoignage sur ce qui a été vécu par le passé. Bah, justement, je crois qu'on a évoqué certains sujets. La Biennale en a été un, par exemple. Et en fait, dans la Biennale, il y a la rencontre avec Anna Tsing et la rencontre avec Vinciane Després, donc en fait qui nous amène à cette question du pont entre sciences sociales et puis en fait architecture, qui est arrivé à un catalogue puis en fait à une démonstration et des ouvertures donc dans les pièces autour. Il y a le Fungal Lab avant, donc la recherche empirique, développer des recettes, etc. et commencer à voir comment ça réagit. Et le pont, donc eux ils ont commencé les recherches tous les trois donc avec François, et moi en parallèle je faisais des études sur spécialisation terre crue. Et en fait, c'est encore une fois spectre granulaire, culture constructive, il y a un engagement beaucoup plus large, comme on l'a évoqué. Et là, maintenant, il y avait aussi la VUB à la Biennale. Maintenant, on a des ponts avec eux. Donc là, on est sur de la recherche appliquée, transposable dans des installations, des choses comme ça. Et en fait, un lieu comme ça te permet de concrètement montrer quelque chose. Là, on a développé ces tuiles qui sont une amélioration des panneaux qu'il y a eu à Venise et ainsi de suite. Et on va faire une installation en pouce. En tout cas, on a ce truc-là en tête depuis 2 ans qui va pousser le curseur. Et en fait, on fait étape par étape. Moi, ce qui me semble être assez clair, en tout cas dans votre pratique, c'est ce lien entre l'expérimentation, l'observation de l'expérimentation et le côté l'occasion, voilà, l'opportunisme ou l'opportunité, on peut choisir celui qu'on veut. Et je trouve que ce qui fait aussi plus que les cadres, en tout cas nous dans les projets où on a été très nombreux avec des disciplines très élargies, c'était vraiment les sujets qui étaient posés. Et tout d'un coup, parce qu'on a un sujet qui arrive, on va construire un cadre, on va trouver des compétences, on va appeler... Nous, on a travaillé avec Venise, avec des personnes qui faisaient du décor de cinéma, avec le collectif ETC, qui ont fait toute une partie de la scénographie. Et donc, c'est ça pour nous qui compte plus que le cadre pré-projet, qui serait une sorte de
contrôle ou de dire voilà, je vais faire la recette du gâteau. C'est plutôt, on se dit voilà, on va essayer. Quelle est la question posée et quelle réponse on a envie de faire. Là, par exemple, pour faire les maquettes, on a travaillé avec pas des maquettistes d'architecture, mais des personnes qui font de la marqueterie, qui sont ébénistes d'ailleurs, il est où voilà qu'on salue de ce travail incroyable. Et on s'est dit, c'est un peu risqué, ils n'ont jamais fait de maquette d'archi, mais on allait voir leur atelier, on a vu comment ils travaillaient, on a vu qu'ils étaient intéressés par le projet, qu'ils sont très fortement engagés dans ce projet-là. Et donc c'est ça aussi, c'est l'occasion qui nous a amené à faire cette collaboration. Et pour la petite histoire, les platanes le long de la route nationale existante de la maquette sont en bois de platane. Ils nous ont dit, en fait, c'est des platanes, on va les faire en bois de platane. Bon, c'est une blague, ça ne change rien, mais c'est aussi dans ces rencontres-là que leur rapport au projet intervient. Donc moi, je pense que c'est plutôt les projets qui créent les conditions qu'un cadre préexistant au projet. Il y avait une question derrière. Merci. Ouais, vous avez beaucoup parlé de temporalité et de rapport au temps l'un et l'autre, mais pas de durabilité. Et autant pour le réemploi, la question se pose dans vos nouveaux projets ou les réhab que vous pouvez faire ou imaginer. Et autant dans les champignons, enfin le mycélium, la question de leur durabilité, moi je m'interroge sur ça. Donc voilà. Et sinon, juste en parallèle de ça, je voulais juste vous dire bravo pour Venise parce que tout était très théorique et vous c'était concret. Et ça faisait du bien quoi, à Venise. Alors, il y a le livre de Bruce Bégou qui est intéressant sur la ruine, qui est sorti, je crois, l'année dernière. Obsolescence des ruines. Obsolescence des ruines. Et en gros, il dit tout ce qu'on a mal construit. En fait, il dit, pour résumer, on est une époque qui ne va pas produire de ruines. Soit parce qu'on a tellement mal construit que les choses vont être déglinguées, puis il n'y a rien qui va tenir. Soit parce qu'on construit trop biosourcé et il n'y aura pas de ruines. Donc c'est intéressant parce que c'est un philosophe théoricien de la dystopie. De la dystopie, voilà, tout à fait. Et donc, il parle de ça. Et c'est vrai que ce sujet, nous, on le raccorde toujours à la question de l'usage aussi, de considérer que si on est dans le focus de la matérialité, on est aussi battu. En fait, chaque fois que vous êtes dans un focus, vous êtes battu. Et donc, que vous fassiez en paille, en tout ce que vous voulez, pourquoi vous faites, à qui vous adressez, comment vous le faites, et comment vous intégrez aussi les parties prenantes dans l'acte de concevoir ou de bâtir. Donc cette question-là, moi je trouve qu'elle n'est pas totalement aboutie. Et on commence à avoir des retours d'expérience un peu fragilisants, ce qui fait, et je te passe la parole sur les ateliers Médicis par exemple. Sur le mix matériautique. Oui, non, après c'était de se dire quel est le matériau au bon endroit pour le bon usage. Et donc là, c'est la première fois qu'on a fait un bâtiment qui utilise du béton, du métal, du bois, de la brique, de la pierre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que et de la terre crue, pardon. Et c'est marrant parce que quand les gens voient ce bâtiment, ils pensent que c'est une réhabilitation. La rationalité constructive également. Ouais. Oui, mais en même temps, dans ce projet-là, on a aussi fait des choix parce qu'on ne voulait pas laisser de côté une part participative, une part sociale et engagée dans le projet. Donc, c'est un tout, c'est pas un seul focus. Et là, on a mis un peu de tout en essayant de le faire au bon endroit, puis sûrement qu'on fera des compromis. En fait, c'est une non-radicalité matérielle. Donc, c'est un peu. Tout à l'heure, on parlait de la radicalité de projet ou de positionnement. Et là, on ne sait pas si ça va être bien. Déjà, des fois, quand on regarde le bâtiment, on a l'impression d'avoir les trois petits cochons, Riri, Fifi et Loulou empilés. Donc ça fait un truc un peu bizarre. Il y a des gens qui nous disent « votre écriture, on ne comprend pas bien ». Et nous, je crois qu'on accepte d'explorer ça et de le faire très sérieusement il faut que le socle soit costaud parce que si on fait un socle fragile, le bâtiment ne sera pas durable. Voilà, donc, mais on prend un peu des risques formels ou en tout cas de résultats. La grande question de l'esthétique de la transition écologique. Oui. Mais d'ailleurs, tu parlais justement quand on a fait du réemploi, les premières expériences, en fait, on s'est retrouvé à réemployer des choses pour les faire tenir. On a bourré de colle, on a bourré de silicone. Enfin, c'est-à-dire qu'on a fait un truc qui était complètement absurde presque dans la démonstration. Donc c'est aussi des choses où on est revenu en arrière sur le réemploi. On a dit OK pour le réemploi, mais on va faire un peu moins. Et puis du coup, on va mettre du biosourcé. Et puis peut-être qu'on va mieux. Voilà. Et peut-être sur la durabilité. La durabilité du champi. C'est dur de répondre, encore une fois, le risque. Encore une fois, l'humilité, c'est-à-dire qu'on avance étape par étape, puis il y a des lieux pour tenter. Et nous, on n'est pas du tout obsessionnel avec le mycélium. Mycélium, encore une fois, si on est focus matérialité, et tu l'as très bien dit. Donc nous, voilà, on est tout jeune, donc pour l'instant, on parle beaucoup de ça, mais voilà, on
on élargit un peu le spectre. On va pas faire que ça, on n'est pas du tout obsédé avec ça. Et en fait, pour l'instant, on est un peu obsédé avec ça, mais et du coup, en fait, il y a des lieux pour le tester. Et pour l'instant, est-ce qu'on peut préconiser du mycélium dans un bâtiment public accueillant, etc. Ça pose d'autres questions, il faudrait des tests. Et en fait, ça arrivera peut-être dans 10 ans, 5 ans, après avoir fait 12 démonstrations, avoir avancé avec des universités, comme on a dit. Donc, mais notre premier tabouret, à 3 ans, il n'a pas bougé. Il a été mis dans des conditions pourtant terribles. Et 3 ans, c'est pas beaucoup. Ouais, on attend les 10 ans et après, on se déresponsabilise, c'est bon. Ça me fait penser aux terres du Grand Paris, où ils ont fabriqué des briques qui sont des cloisons qui remplacent le placo. Ça pourrait avoir, peut-être pas être structurel, mais être, voilà. Ah oui, c'est, pour l'instant, effectivement, on pense plutôt à un usage en remplissage, en parement. Mais apparemment, il y a un premier projet qui a été fait en porteur, en mycélium porteur. Il y a des gens encore plus fous. Voilà, ils existent. Et sur la question de la durabilité, je vous invite à lire le livre du philosophe Pierre Quay qui s'appelle Durer et qui parle de faire durer le temps, qui est un livre tout à fait passionnant. Y a-t-il une autre question? Oui, juste ici. Et ce sera la dernière question, car je crois qu'un petit verre nous attend derrière. Ok, donc en plus j'ai la pression. Je me demandais de profiter de vous avoir en même temps ici. Question typique de jeunes diplômés. Le risque, on a parlé de faire dérailler les choses, les réflexions, plutôt peut-être un aiguillage au final. Est-ce que c'est plus profiter d'avoir donc 2001, 2021, profiter d'avoir de cette agence, le risque est plus simple à prendre en début ou après 20 ans? Désolé. Ah oui, fatalement. Non, mais c'était un petit peu la réponse de tout à l'heure. C'est vraiment... C'est identifier les sujets qui vous sont propres, qui vous sont chers, et considérer qu'on a chacun nos obsessions. Nous, on a été obsédés par le réemploi. Quand on a découvert les bennes à chantier remplies sur nos chantiers, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et du coup, on a foncé tête baissée là-dedans. À un moment donné, on s'est dit, oula, mais attention, on va être les architectes que du réemploi. Donc après, on a monté un bureau d'études pour pousser ce sujet-là et pour l'amener plus loin. Donc moi, je pense que c'est vraiment arriver à identifier des situations. Et là, nos capacités professionnelles en tant qu'architecte, c'est d'avoir été formés à l'observation de ces situations. Vu qu'on est constamment devant des nouvelles situations, on a constamment des nouveaux terrains d'études. Et moi, je pense que c'est ça qui doit nous porter dans l'observation. En ce moment, on travaille par exemple sur la propriété privée, qui est un sujet pas très sexy, parce qu'on s'est dit, mais en fait, derrière tous nos sujets de bâtiments, de mal logement, etc., à qui appartiennent les bâtiments? Et donc là, on se dit, ben voilà, on n'y connaît rien, on lit plein de livres, on travaille avec Céline Demille qui est là, qui fait une thèse à l'agence sur ces sujets-là, et on se dit qu'il voilà, y a un angle. Donc moi, ce que je trouve important, c'est de trouver cet angle-là qui vous est propre dans votre parcours professionnel, et puis d'où vous venez, qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont vos affects. En fait, c'est très vivant aussi, pour le coup, les obsessions. Je vous propose de clore le débat et de poursuivre éventuellement avec un petit verre de l'autre côté. Merci beaucoup.